Yo yo yo, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Salut tout le monde. On commence à avoir de la force sur le marché. On voit qu'on a plus de monde sur Twitch et sur YouTube. Écoutez, bienvenue dans cette émission qui se passe tous les dimanches à 19h en ma compagnie, celle de CryptoPixou. Au programme, comme d'habitude, analyse de marché, Bitcoin, Ethereum, Altcoin, actualité, fondamentaux, banger aussi, parce qu'on est là pour dérouler le tapis rouge. J'espère que vous allez passer une bonne émission. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Comment tu vas, Léo? Bah écoute, tout va bien, tout va pour le mieux. Le marché nous donne peut-être enfin ce qu'on attendait, donc on va pas se plaindre. Et sinon, bah écoute, une belle semaine. On a un petit GP tout à l'heure dans 2 heures. On a eu le combat de Ngannou face à Tyson Fury aussi qui m'a mis de bonne et de mauvaise humeur à la fois. Plutôt de bonne humeur que de mauvaise humeur. Ouais. Et puis non, franchement, très content de te retrouver. Ça fait plaisir. Pas mal de belles choses. Alors, on me dit décalage son-image. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ça marche bien? Juste dites-nous dans le chat si vous avez un souci ou pas. Pas de problème. J'espère que ça ira. Je vois pas de problème. Apparemment, il y a un petit décalage son-image. Alors, attends, je vais retirer ma cam et je la remets. Moi, je l'ai pas. Hein. Bon, c'est les problèmes de début d'émission. Vous me direz si c'est bon. Ouais, je sais pas. J'espère que ça ira. On croise les doigts. Ok, bon, d'autres disent que c'est parfait. On va commencer l'émission. Vous pouvez voir ici un petit QR code que vous pouvez flasher pour accéder au club Coin Academy. Alors dedans, vous avez un Discord gratuit où on peut échanger sur l'actualité, les fondamentaux, le trading, etc. Vous avez aussi une partie exclusive pour ceux qui ont rejoint le club. Et les membres du club ont accès à des petites exclusivités comme des interviews, des analyses et toutes sortes de choses. C'est ça. Bah écoutez, pour ceux qui sont membres du club, vous avez 2 interviews en accès anticipé directement sur le site de Coin Academy. Donc pour ceux qui ne savent pas, en rejoignant le club, en fait, vous achetez un NFT. Une fois que vous avez acheté ce NFT, vous pouvez lier ce NFT tout simplement à votre compte sur Coin Academy. Et une fois que c'est fait, en fait, vous avez accès à toute cette partie, le club ici, sur le site, qui est de base verrouillé si vous n'avez pas de compte et pas de NFT associé. Mais une fois que vous avez fait tout ça, vous avez accès à pas mal de contenu en accès anticipé. Et pour le coup, on a publié 2 interviews. On a accès à anticiper qui sont très intéressantes. Une sur les Real World Assets, qui est d'ailleurs une narrative que j'ai mentionnée sur Twitter, qui a fait pas mal de bruit, je crois, 120 ou 130 000 impressions. J'étais assez choqué, très honnêtement, de voir autant d'effervescence autour de ce tweet-là, surtout que la plupart du temps, les gens sont en mode full EZF. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Lui, il est avec ses charts, il nous parle de narrative alors que le marché a dump. Moi, j'ai plus de soi à investir dans le marché. Et puis, surprenant, pas mal d'intérêt autour de ce tweet-là et des Real World Assets. Et pour le coup, j'avais déjà prévu une interview à ce sujet-là. Et cette interview est disponible, donc elle est tout simplement avec Florian Fresnay, aka Gary, qui est énormément impliqué dans tout ce qui est tokenisation de l'immobilier. Et pour le coup, on a parlé de ça, mais on a parlé aussi de la tokenisation des obligations, de la tokenisation du crédit carbone, de la tokenisation des indices, des actions, de beaucoup de choses. Et personnellement, c'est une des narratifs qui m'excite le plus dernièrement, parce que jusqu'à maintenant, je trouve que les cryptos se basent beaucoup sur des promesses et moins sur des choses tangibles parfois. Ouais, souvent. Je dis bien parfois parce que voilà, Bitcoin se base quand même sur des choses un peu plus tangibles comme le minage, comme l'énergie, etc. Mais voilà, en tout cas, avec les Real World Assets, on est en train de faire le pont entre grands guillemets, la vraie vie, l'économie réelle et les cryptos. Et pour le coup, j'ai trouvé cette interview très intéressante. Donc pour ceux qui veulent s'intéresser à cette narrative, elle est disponible en accès anticipé sur le club. Donc vous avez directement le lien ici avec le petit QR code pour rejoindre le club et accéder à cette interview. Et si jamais vous êtes patient, vous l'aurez probablement dans plusieurs jours ou plusieurs semaines selon à quelle vitesse on avance et à quelle vitesse j'ai envie de la publier sur ma chaîne. Mais voilà, en tout cas, ce sera disponible. Et autre gros banger qui est désormais accessible et qui sera accessible, je pense, bien plus tard pour ceux qui regardent sur YouTube sans être membre du club, une interview avec Certic. Alors pour ceux qui ne savent pas, Certic est une boîte, une des plus grosses entreprises de sécurité et d'audit dans le Web3. Je pense qu'ils ont eu mauvaise presse à de nombreuses reprises parce qu'il y a eu des soucis avec des projets qu'ils ont audités. Mais le fait d'interviewer son CEO, bon, évidemment, il est biaisé et il est très impliqué, donc il va pas nécessairement me dire du mal de Certic. Mais je l'ai trouvé très, 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 très intéressant. Certic, aujourd'hui, c'est 2 milliards de valorisation. C'est la 13e licorne de l'écosystème crypto. Ok. De ce qu'il me disait en tout cas. Ils ont levé à une valorisation de 2 milliards, je sais plus si c'était en début d'année 2023 ou en 2022. Et
En gros, je crois qu'ils ont 60 à 70% des parts de marché des audits sur les plus grosses capitalisations. Ils ont plus de 4000 clients et ils ont un rôle assez phénoménal dans l'écosystème. Donc même si vous les aimez pas, ce que je peux comprendre pour certains, déjà il faut prendre en compte qu'à partir du moment où tu audites tout le monde, dès qu'il y a un souci, forcément t'es concerné. Ouais. Que aussi les audits, ça va bien plus loin que juste auditer le code. Ça va être aussi auditer comment les fonds sont gérés, comment ils sont stockés, comment les clés privées des fonds associés sont gérés aussi de leur côté. Enfin, ça inclut énormément d'aspects. Et donc, cette interview, elle vous permet vraiment d'avoir une meilleure compréhension du travail, du job de Certic et d'un auditeur, tout simplement dans l'écosystème. Et je crois qu'il s'est jamais exprimé à la communauté francophone. Ouais, je pense que, en tout cas, si ça a été fait, ça a été fait il y a un moment où très rarement. Et pour le coup, avoir quelqu'un de son prestige, de cette taille en termes de position et de rôle dans l'écosystème, je trouve c'est phénoménal. Enfin, pour moi, c'est comme interviewer le CEO de, je sais pas, Bybit. Enfin, c'est un mastodonte. C'est vrai. Et donc voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est disponible pour les membres du club et sera disponible plus tard pour ceux qui ne sont pas membres, évidemment. Donc voilà, des 2 grosses interviews et juste pour finir, interview de Arthur Hayes qui arrive en novembre. Début novembre, je l'espère. Arthur Hayes qui est un des GOAT, en tout cas une des personnes que je suis de très près et que je trouve particulièrement pertinent dans l'écosystème. Évidemment, faut mettre tout ça en perspective dans le sens où il a géré BitMEX. BitMEX, dans pas mal de cas, ils ont liquidé pas mal de personnes, aussi parce qu'ils tradaient aussi n'importe comment. Je suppose qu'il est pas blanc comme neige, mais je trouve que c'est quelqu'un de particulièrement intéressant. Et du coup, je vais le recevoir en novembre. Et j'ai aussi book plusieurs interviews qui sont aussi de très gros calibre, notamment avec quelqu'un de chez Kaiko, qui est une boîte de data qui est ultra utilisée, notamment par... je ne peux pas citer ces entités, mais c'est des entités dont on parle chaque semaine sur le live et dans l'actualité, y compris des entités bien plus grosses que vous ne pensez. Et donc voilà, je vais avoir une interview avec eux et a priori encore avec d'autres acteurs. J'essaie de garder un petit peu de teasing et de mystère autour de ça, mais voilà, du gros contenu et du lourd qui arrive, donc j'espère que vous allez vous régaler avec tout ça. Alors précision, ça fait beaucoup, j'ai été long. Il n'y a aucun problème. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça fait 7 ans qu'on est dans les cryptos. Quand on a lancé le média, on avait un bon coup de pouce des copains youtubeurs, streamers et tout. On connaissait Journal du Coin, on connaissait Crypto. Mais là, je vais flex un petit peu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en 2 ans et demi, on parle à quasiment qui en vue dans cet écosystème. Et c'est pas pour me montrer supérieur, c'est juste pour vous dire à quel point on a travaillé, vous nous avez soutenus et ça a payé parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment toucher plus ou moins n'importe qui. Et c'est vraiment cool. Moi, ce qui me rend heureux, c'est que, évidemment, on pourrait probablement pas parler, ou en tout cas plus difficilement parler à ces personnes-là sans vous. Donc, c'est notamment parce que vous consommez Coin Academy, que vous kiffez Coin Academy et ce qu'on fait, que c'est possible. Et surtout, au-delà de dire on peut parler à n'importe qui, moi, la crypto, c'est une de mes passions. Et le fait de pouvoir parler à des gens aussi bien positionnés et la plupart du temps aussi intéressants et calés, c'est incroyable. Parce que ça nous permet vraiment de nous-mêmes progresser, en fait, d'apprendre plein de choses et derrière de essayer de vous communiquer, de vous partager tout ça. Et voilà, j'étais assez hype quand j'ai tweeté le fait que j'allais recevoir Arthur Hayes en interview. Parce que pour moi, c'est comme interviewer un Saylor ou un Brian Armstrong de Coinbase. C'est vraiment un mastodonte. Et moi, personnellement, Arthur Hayes, je le suis depuis très très longtemps. C'est quelqu'un que j'admire. Et le fait d'avoir 1 heure en interview avec lui, je suis très heureux de tout ça. Donc ça me fait extrêmement plaisir et je suis content de pouvoir très bientôt vous partager tout ça. Et écoute, je te propose d'attaquer. Alors on attaque par la technique, les news, le fondat. Comment tu veux commencer ? On peut attaquer par la technique si tu veux. Allez, on attaque la technique. Surtout que tu as des bonnes nouvelles côté, je pense. Côté beaucoup de choses, quoi, tout simplement. Donc, pour toutes les personnes qui sont sur YouTube et qui regardent cette vidéo, cette analyse vidéo du marché pour cette semaine, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci aux plus de 300 personnes qui sont déjà sur le live, ça fait extrêmement plaisir, surtout qu'on vient juste de lancer. Aujourd'hui, j'arrive avec
plutôt de bonnes nouvelles comparé aux précédentes semaines. Qu'est-ce qui s'est passé tout simplement sur le marché? Je vais commencer tout simplement par velodata.app, qui est une des applications que j'utilise le plus dernièrement, que je trouve ultra pertinente. Sur ce dashboard-là, en fait, en haut, vous pouvez sélectionner les capitalisations qui vous intéressent. Donc, est-ce que vous les sélectionnez les plus gros gagnants de la semaine, les plus gros perdants, les grosses capitalisations, les petites capitalisations, les capitalisations moyennes, la DeFi, les L1, etc. Donc là, pour le coup, je me focus sur les grosses capitalisations en une semaine. Et qu'est-ce qu'on voit ici sur le graphe en haut à gauche? Je sais pas si on voit bien sur mon écran, mais on voit que la majorité des grosses capitalisations ici sont sur un ROI de plus de 10%. Habituellement, on avait tout dans le rouge, c'est-à-dire qu'on avait la plupart du temps des cryptos qui, en nombre de cryptos qui étaient plutôt dans du -2, -5, -10%. Et cette semaine, on voit que l'énorme majorité est sur du plus 10%, ce qui est assez impressionnant, honnêtement. Évidemment, tout est corrélé, notamment à Bitcoin. Donc, je trouve que Bitcoin a encore une fois bien aidé l'écosystème à se relever. Et ce qui est surtout assez intéressant, c'est que on voit de l'intérêt, certes sur Bitcoin, mais on commence à avoir de l'intérêt aussi sur le reste de l'écosystème. Jusqu'à maintenant, on avait une augmentation de la dominance Bitcoin, c'est toujours le cas, mais avec ces narratives, je vais en parler juste après, mais avec ces narratives ETF et halving, je me dis que on a peut-être encore quelques semaines ou quelques mois devant nous où on va avoir une hausse de cette dominance, mais je pense que tôt ou tard, on va avoir une rotation des capitaux de Bitcoin à Ethereum, aux alt, et en fait, ce phénomène de rotation de capitaux entre les différents actifs et les différentes cryptos disponibles sur le marché, c'est quelque chose qui peut se produire plusieurs fois dans le cycle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que on peut avoir un Bitcoin qui gagne de la dominance et ensuite en perdre pour redistribuer davantage de fonds, par exemple dans Ethereum ou dans des altcoins. Mais ce phénomène-là, on pourrait le voir plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on pourrait voir une sorte d'alt season sans partir pour autant sur des nouveaux ATH. Et ensuite avoir un Bitcoin qui reprend la main, je sais pas, quelques mois après la halving pour dire ok, la fête est terminée, les alts se sont bien amusés, ensuite on repart. Donc en tout cas moi personnellement en ce moment je me concentre énormément sur identifier la potentielle, je dis bien potentielle, rotation des capitaux qu'on pourrait observer dans les prochaines semaines, parce que ça va énormément affecter le marché, et que personnellement, étant exposé au marché, je dois prendre ça en compte. C'est-à-dire que si je pense que la dominance Bitcoin va continuer d'augmenter, pourquoi avoir une majorité d'un portfolio en altcoin? Et inversement, si je pense qu'on arrive sur un top de la dominance Bitcoin, est-ce que c'est peut-être pas le moment de passer certains Bitcoins dans des alts? Alors, évidemment, on pourra s'appuyer de graphiques en paire BTC, donc par exemple voir Ethereum contre BTC, voir, Solana contre le BTC, et voir sur ces graphiques s'il y a un potentiel et que on pourrait retrouver cette potentielle baisse de la dominance Bitcoin par un pump des alts sur ces paires BTC-là. Mais voilà, donc qu'est-ce que je vois cette semaine dans les plus gros gagnants en termes de grosse capitalisation? On va parler après des plus petites capitalisations, mais en termes de grosse capitalisation, on voit qu'on a un Bitcoin à plus 15% ici sur ce graphe. Je sais pas si on le voit bien, mais plus 15% sur Bitcoin. Sur les grosses capitalisations, il y a personne qui a battu Bitcoin. Ensuite, qui on a juste derrière? On a Link à plus 15%. On a Doge qui a terminé à plus 13% cette semaine pour l'instant, Solana à plus 13%, et ensuite bien plus bas, on a DOTS qui a plus 10%, et seulement Ether à plus 9%. Donc on voit que là où on a un Bitcoin qui fait plus 15%, on a encore un Ether qui galère et qui a uniquement plus 9%. Donc ça, on va le voir directement sur le ratio Ethereum contre Bitcoin, mais on voit que pour l'instant, Bitcoin est encore bien plus fort que Ethereum, et que, en fait, même si on a des alts qui pump, etc., je pense pas qu'on pourra avoir des alts s'enflammer de manière très générale tant que Ethereum sera un petit peu en position de faiblesse par rapport à Bitcoin. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que je pense que maintenant, on va le voir juste après, on a des sortes d'exceptions où en fait on a quelques altcoins qui pump, ou beaucoup d'altcoins qui pump, mais pas non plus l'entièreté du marché avec énormément de force. En tout cas, je dirais de manière mesurée. Mais le moment où on aurait peut-être un Ethereum qui reprend de la force, je pense que ce sera probablement le moment où on aura encore plus de force et davantage de force sur les altcoins. Donc pour l'instant, on voit que Bitcoin tient toujours, a toujours la main sur Ethereum et qu'on a globalement aucune crypto qui a fait une mauvaise performance cette semaine, si ce n'est Uni qui a plus 0,12% sur le prix du jeton sur cette semaine. Et ce qui est assez impressionnant, c'est de voir à quel point Uni ne suit pas le reste du marché et à quel point ça se retranscrit aussi sur les futurs. C'est-à-dire que j'en ai fait un petit tweet tout à l'heure, et qu'est-ce que je voyais sur Uni? C'est que sur Uni, en ce moment,
en ce moment même, hein, j'en ai fait un tweet, l'open interest et les funding rates sont en train d'exploser. Donc je sais pas si les gens se disent ok, Uni a du retard, est en train de laguer et on va peut-être essayer de se positionner en long dessus pour espérer qu'il rattrape justement le reste des altcoins et le reste des cryptos, ou est-ce que ces gens-là sont peut-être un peu trop optimistes et qu'au final on va juste dump, parce qu'au final on a une énorme augmentation de l'open interest, donc de la somme des positions en cours sur Uni sur les dérivés, mais le prix ne réagit pas pour l'instant. Donc ça va être évidemment quelque chose d'intéressant à surveiller. Donc maintenant qu'on a regardé un petit peu la performance des cryptos cette semaine, peut-être noter 2-3 choses assez intéressantes. Donc d'un point de vue open interest, qu'est-ce qui a gagné le plus ici cette semaine? C'est Uni avec plus 57%, et on voit que Uni est loin devant tout le reste. C'est-à-dire que là, en termes d'intérêt et de position ouverte sur le marché, on a un Uni qui est loin devant tout le monde, en tout cas en termes d'augmentation. Je parle pas en termes d'open interest relatif. Si on regarde l'open interest de Bitcoin, il est extrêmement supérieur à Uni, mais en termes de progression, on voit que Uni prend pas mal de terrain. On voit aussi que Doge suscite pas mal d'intérêt, ce que je trouve assez intéressant. On a vu un Shiba qui a commencé à se ressaisir, et je pense que pas mal de gens essayent de se mettre sur Doge pour essayer de se dire ok, Shiba et PP on pump, peut-être que ce serait le moment pour Doge de pump. Moi personnellement, pour être tout à fait honnête et pour faire un disclaimer, j'ai du Doge. Comme je l'ai expliqué, j'ai un bag de Doge et j'ai l'équivalent, enfin j'ai 50% de ce bag de Doge en plus qui est en Shiba. Donc par exemple, si j'ai 10 000 $ de Doge, bah en fait j'ai 5 000 $ de Shiba, parce que je me dis que Doge c'est quand même le main meme coin que j'ai envie de jouer, surtout qu'il est plus ou moins associé à Elon Musk. Donc je trouve que c'est assez intéressant si jamais Elon Musk se dit ok, est-ce que ce serait pas le moment de reparler des cryptos et de foutre mon bordel. Donc voilà, je suis positionné sur Doge. Et en termes d'open interest, on a aussi l'ETC qui gagne en open interest, mais sinon rien de très intéressant sur les grosses capitalisations. Voilà, on voit aussi d'un point de vue volume qu'on essaye de se ressaisir. Là, je suis en une semaine, peut-être que je vais passer en échelle inférieure. En un jour, on voit qu'on est arrivé sur un pic de volume le 29 tout simplement. Alors attendez, je regardais pas le bon graphe, voilà. Donc vous voyez que sur 6 mois, sur les 6 derniers mois, on a atteint des records en termes de volume. Donc ça fait plaisir aussi de voir que le marché se reprend en termes de volume. Mais là, on regarde uniquement sur 6 mois. Personnellement, j'avais regardé sur 2 et 3 ans. On est quand même sur des niveaux qui sont assez bas. Mais le fait que on a un nouveau de l'intérêt sur le marché, ça se retranscrit directement par du volume. Et le volume est en partie aussi généré sur les dérivés et par des liquidations, des short squeeze, des long squeeze, etc. Donc voilà un petit peu pour la vue d'ensemble. J'aimerais très rapidement faire un petit tour des indices. Comme je l'ai expliqué par le passé, j'ai fait des petits indices custom. Donc là ici on voit le total market cap en excluant tout simplement les stablecoins. Donc en fait c'est la capitalisation totale du marché en excluant l'USDC, l'USDT et le DAI. Je crois que les autres stablecoins ne sont pas tous sur TradingView, mais ce qui est assez intéressant sur TradingView, c'est que si jamais vous tapez CryptoCap, ok, 2 points, et par exemple le nom de l'actif qui vous intéresse, eh bien vous pouvez tout simplement suivre la capitalisation, et non pas le prix du jeton, la capitalisation de cette crypto-monnaie-là. Donc là, par exemple, je vois qu'on est à 13,8 milliards de capitalisation sur Solana. Et pourquoi je vous dis que je regarde aussi la capitalisation de certains actifs VS leur prix? C'est tout simplement parce qu'on a pas mal de jetons sur lesquels on a de l'inflation. Et donc, cette inflation, eh bien, en fait, on voit des prix parfois qui stagnent, mais en fait, la capitalisation même du projet est en train d'augmenter. Donc ça, c'est quelque chose à mettre évidemment en perspective. Et parfois, quand on a un jeton qui stagne et une capitalisation qui augmente sur une crypto, de manière drastique, c'est peut-être le moment de se dire, ok, est-ce que c'est vraiment un projet sur lequel j'ai envie d'investir de l'argent, parce que au final, je me rends compte que je récupère pas autant de valeur que sur d'autres projets. C'est-à-dire qu'au final, l'émission des jetons, elle me revient pas à moi, mais elle revient plutôt, je sais pas, à la fondation, à des investisseurs, etc. Donc ça, c'est quelque chose à mettre évidemment en perspective. Donc, qu'est-ce qu'on voit tout simplement sur la capitalisation totale du marché crypto en excluant les stablecoins? On voit que on est en train de casser notre range par le haut. Très sincèrement, j'étais pas convaincu par le fait que les cryptos arrivent à tout simplement casser le range aussitôt. Je vous disais quand on était autour des 28-29 000 $ sur BTC la semaine dernière, je sais pas si tu t'en souviens, que si jamais on retestait les 31 000 $, je pensais qu'on allait les break et que je pensais qu'on avait plus de chances de voir les 36 000 ou les 31 000 que les 24. Pour le coup, on a bien poussé. On a surtout bien poussé, hein, on va pas se mentir, sur BTC. Et tout ça, pour moi, c'est plutôt bullish dans le sens où là, on vient de casser une résistance qui est assez importante en weekly et de potentiellement casser un range dans lequel on était depuis un peu plus d'un an et demi.
Je vais regarder et je vais vous donner le chiffre exact. Mais on était dans un range de 500 jours environ sur les cryptos. Donc, 500 jours à souffrance. 500 jours de souffrance et d'inintérêt. Ouais. Donc, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que j'ai pas envie d'être trop optimiste, ok? Mais casser une résistance qui est aussi majeure en hebdo sur la captation totale des cryptos, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Moi, mon scénario, personnellement, actuellement, il est haussier. C'est-à-dire que, personnellement, tant qu'on réintègre pas ce range et qu'on n'a pas une clôture dégueulasse en dessous de ce niveau rouge qui est la borne haute du range, pour moi, j'ai pas forcément de raison d'être baissier. Et quand on casse une aussi grosse résistance après une stagnation, une latéralisation aussi longue, j'ai pas envie de me mettre à compte courant. Pour moi, j'en parlais depuis un bon moment, mais toute cette période-là, j'en ai fait une vidéo dédiée, d'ailleurs, sur ma chaîne. C'est plus le moment nécessairement d'être à fond sur les dérivés, c'était plutôt le moment de placer ses billes pour le prochain cycle. Et personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je suis très content de ce qui se passe parce que je suis assez exposé au marché, comme vous le savez, depuis un bon moment, depuis tout simplement les 18-19 000 $. Et donc, personnellement, moi, là, actuellement, j'essaye de me placer sur des scénarios haussiers tant qu'on n'arrive pas à reclôturer en dessous de ce niveau rouge ici autour des 1050 milliards de capitalisation sur les cryptos. Donc pour l'instant, on voit qu'on a cassé cette résistance de manière assez clean. Il n'y a pas trop de doutes. Je pense qu'a priori qu'on va clôturer cette semaine dans 5h30 au-dessus de cette borne haute avec une clôture qui est plutôt clean. Et donc pour moi, tous les dips qui se rapprochent de ce niveau-là, c'est potentiellement des achats. À partir du moment où je vois de la faiblesse, etc., je pense que j'irai largement me désexposer du marché. Ou en tout cas réduire mon exposition. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à tenir cette résistance en tant que support, donc si on n'arrive pas à flip ce niveau de résistance en support, donc en faire un support alors que c'était une résistance par le passé, je pense qu'on s'expose à pas mal de problèmes, et notamment au fait de repasser sous ce niveau-là et d'aller chercher des niveaux un peu plus bas. C'est notamment ce que je disais sur BTC et sur Twitter. Je vous disais que j'étais assez optimiste. Pourquoi? Parce que en tant que bull, en tant que personne qui est optimiste et qui a envie de voir le prix continuer à la hausse, mon invalidation n'est pas très loin. Pour moi, on a un niveau qui est très très clean à ce niveau-là, qui est celui des 31 000 $ sur BTC. On a vu qu'on a eu plein de points de contact. On a vu que ce niveau ici a été retesté en tant que résistance. On a vu qu'il a été aussi testé à nouveau pas mal de fois ici en tant que résistance. Et donc pour moi, tant qu'on se situe au-dessus de ce niveau bleu et au-dessus des 31 000 $, je vois pas véritablement de raison d'être hyper pessimiste. Alors certes, je vous dis depuis un moment que mes deux objectifs sur BTC, c'est les 38% de retracement des deux baisses. Si je prends la baisse absolue depuis le top et depuis cette accélération à la baisse depuis le sommet des 48 000 $, on arrive aux 28 000 $ et aux 36 000 $. Donc je dis, c'est mes deux objectifs. Là, on est sur le point d'arriver sur les 36 000. Je pense honnêtement que les 36 000, on va les retester. Je vois pas vraiment de raison qu'on n'y aille pas. Je pense même qu'on peut pousser à 38. Et après, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce niveau-là, ici, on va le déborder et on va l'arracher et on va accélérer? Ou est-ce que ça va être un moment où on va tempo? Dans tous les cas, moi, personnellement, je reste exposé au marché et je verrai en fonction de comment on y va. La question, c'est pas nécessairement est-ce qu'on va aller à ce prix-là. Pour moi, la question, c'est plus comment on va y aller, comment le prix se comportera à ce niveau-là. Est-ce qu'on aura un fort rejet? Est-ce qu'on aura des structures de retournement? Est-ce qu'on va arriver sur ces niveaux-là et stagner? Ce qui serait un élément plutôt positif, parce que si c'est un niveau qui est si attendu et que les vendeurs ont tellement envie de vendre, on devrait avoir un rejet qui est plutôt fort sur ce niveau-là. Or, si on commence à avoir de la consolidation autour de ce niveau-là, pour moi, ce serait quelque chose qui est assez positif, quoi. Ça nous montrerait que, en fait, les vendeurs se font absorber et qu'on aurait potentiellement un peu plus d'espoir à la hausse. Donc, personnellement, moi, mes scénarios sur BTC et sur le reste du marché, ils sont assez simples. Je reste optimiste sur le marché tant qu'on reste au-dessus des 31 000 $. Je pense qu'on peut avoir un petit dip. Je pense qu'on peut retracer. C'est pas inenvisageable pour moi. Personnellement, donc voilà, le niveau des 31 000, vous le voyez aussi ici en vert, plus ou moins. Personnellement, je vois deux zones à jouer si jamais on a un retracement pour continuer à jouer des scénarios longs et viser un higher high, donc à nouveau un sommet plus haut que le précédent. C'est tout simplement les 38% de toute cette hausse ici, depuis cette impulsion-là. Je pense qu'on peut même, en vrai, tirer un 38% depuis ici. Voilà. Donc pour moi, la zone des 30... Juste 2 secondes. Ouais, vas-y. Record de viewers cumulés depuis facile 5 mois et ça fait 30 minutes qu'on est en live. C'est toujours corrélé au prix de Bitcoin. Je te laisse reprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, on peut avoir un dip autour des 31 008, 32 006, voire peut-être un dip autour des 30 000, 30 500. Mais moi, vraiment, mon scénario actuel, c'est on vient de casser une énorme résistance.
on l'a totalement transpercé. Et donc, si jamais on a un dip, ce dip, il doit être racheté fortement et être court. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour moi, si on a un dip, une première zone que j'aimerais regarder et que j'aimerais acheter, c'est les 31 008 au 32 006. Pour moi, c'est vraiment une zone assez intéressante. C'est celle que je surveille depuis quelques jours. Personnellement, j'aurais bien aimé qu'on ait un dip ici pour pouvoir racheter et continuer de viser plus haut. Pour l'instant, on l'a pas. Et ce qui est assez intéressant, c'est que en général, quand le marché part vraiment, on n'a pas véritablement de dip. Et ça, c'est aussi assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'on pourrait mettre aussi en PLS pas mal de gens qui sont sideline, qui sont hors jeu. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens, quoi qu'on en dise, qui espéraient voir 18 000, 20 000, 21 000, 12 000. Ok, pour moi, c'est pas inenvisageable, très honnêtement. Mais pour moi, plus le prix monte, plus les probabilités baissent en fait. Surtout quand on a vu une consolidation aussi longue sur la capitalisation des cryptos. Il faut pas oublier, et ça j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient, oui, l'environnement macro est dégueulasse, et ça peut clairement peser dans la balance, mais il faut pas oublier que sur BTC on a retracé de 78%. Les mecs qui ont pas acheté genre à 15 ou 16 000, vous attendez quoi? Vous attendez la fin du monde? Moi personnellement, non mais t'attends quoi? Moins 90%? Historiquement, BTC c'est entre moins 78 et moins 87% sur un cycle, en tout cas sur les précédents cycles. Alors je dis pas que c'est une règle absolue et que parce qu'on l'a fait les derniers cycles, eh bien on pourrait pas faire pire, surtout si on a différentes crises. Mais voilà, personnellement, qu'est-ce que je vois? Je viens de voir qu'on a cassé une résistance majeure et que pour l'instant on n'a pas de dip. Donc personnellement, si on a des dips autour des 31 008, des 32 006, pourquoi pas l'acheter? Si on a un dip, je veux qu'il soit rapide, qu'il fasse mal aux longues et qu'il soit difficile à acheter. Mais je veux surtout qu'il soit rapide. Moi, ce que je veux absolument pas voir sur BTC actuellement, c'est de voir BTC retourner vers les 31 000 ou les 30 500 et commencer à passer sa vie et à stagner. Pour moi, ça, c'est inenvisageable. Si on a cassé une résistance aussi majeure et qu'on va avoir un momentum fort, soit on doit partir maintenant sans dip, soit on doit avoir des dips mais qui sont brefs et qui sont difficiles à acheter. Si on commence à avoir de l'acceptation vers ces niveaux-là et qu'on galère à rebondir, je pense très sincèrement qu'on pourra avoir une réintégration sous ce niveau des 31 000 $. Et si on a une réintégration sous le niveau des 31 000 $, comme je l'expliquais sur Twitter, eh bien mon premier objectif personnellement ce serait en dessous, au minimum en dessous de ces lots. Je vois pas le prix clôture à nouveau en dessous de ce niveau des 31 000 $ et ne pas tester ces lots en fait. Donc personnellement, si jamais on clôture à nouveau sous les 31 000, 30 500 $ en weekly ou en 3 jours, par exemple sur ce genre d'unité de temps, je pense qu'on va au minimum chercher les 24 000, voire, pour moi ce serait pas inenvisageable d'aller chercher les 21 000, voire les 20 000 $, voire plus bas si jamais ça ne tient pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire qu'actuellement j'ai un biais qui est bullish, parce qu'on vient de casser une résistance majeure, qu'on a du momentum et qu'on fait pas mal de mal en réalité aux personnes qui sont hors du marché. Mais surtout, mon scénario optimiste est haussier que j'ai actuellement invalidé sur des prix qui ne sont pas si loin des prix actuels en fait. Donc ce que ça veut dire, c'est que moi personnellement, si on a un dip, genre un truc comme ça, je peux très bien acheter ici, avoir mon invalidation ici, pour viser, je sais pas, 40 000, 42 000, 44 000 et avoir des risk-reward intéressants. Et même si en low time frame, j'ai des structures assez sympas, risquer encore moins de ce côté-là, peut-être risquer un truc comme ça pour derrière viser plus haut. Donc, ce que je veux dire par là, c'est prenez du recul et dézoomez sur vos putains de graphiques. BTC a pas été volatile pendant un très long moment. On a latéralisé pendant un très long moment sur la majorité du marché. À partir du moment où on casse une résistance majeure avec du volume, et qu'on la traverse, on la transperce, il n'y a même pas eu d'hésitation. Moi, personnellement, je vise des achats et c'est assez simple, je repasserai bearish et malheureux uniquement si on repasse en dessous des 31 000, 30 500 et qu'on a de véritables clôtures pour derrière nous montrer ok, on n'arrive pas à repasser au-dessus du niveau et même ce niveau, on repasse en dessous et on le reteste ici comme résistance pour derrière pousser plus bas et pousser bien plus bas à mon humble opinion. Donc assez optimiste sur BTC, très honnêtement, je vais pas vous le cacher. Et du coup, ça me rend aussi assez optimiste sur le reste du marché. Ce que je voulais vous montrer, c'est tout simplement la dominance de BTC. J'en ai fait un tweet récemment. Donc ici, vous voyez les traits en rouge, c'est tout simplement les halvings. Donc la halving ici de 2016, ici la halving de 2020, et ici la halving a priori de 2024 qui se situerait vers avril-mai. Aux dernières dates, je crois que je l'ai même un peu mise trop loin à la prochaine halving. Et qu'est-ce qu'on voit en fait
Donc là, ici, je vais me mettre en logarithmique, mais bon, peu importe, on peut se mettre aussi en linéaire, en simple. C'est que en fait, lorsqu'on a eu la halving, après chaque halving, quelques semaines ou quelques mois après, on a eu un gros dump. Avant la prochaine halving, on a une reprise de dominance du Bitcoin pour derrière aller retester des zones assez intéressantes, à savoir la zone de rechargement. Ici, c'est 61 à 78% de retracement de toute la baisse de dominance qu'on a eue. Donc, on a été chercher les 70% de retracement. J'en fais pas une vérité générale parce que j'ai pas l'historique de données sur les précédentes halvings, les précédents cycles, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais on a un BTC qui pousse plus haut et qui va chercher ce niveau de retracement de la baisse qu'on a eu ici entre les 73% et les 38% de dominance, donc si on arrive dans cette zone ici et qu'on a un ETF approuvé ou qu'on est super proche de la halving, je pense sincèrement faire extrêmement attention à mon exposition Bitcoin parce que je pense que c'est une fenêtre qui est susceptible de nous permettre d'avoir une rotation de capitaux entre Bitcoin et les altcoins. Je dis pas que ça va nécessairement se produire. C'est pas parce que j'ai tracé une zone bleue ici qu'on peut pas absolument la transpercer et arriver à 80% de dominance sur Bitcoin, même si ça m'étonnerait énormément. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si jamais on commence à stagner vers cette zone ici et que on a des structures de retournement du style, on n'arrive pas à faire de nouveaux sommets et on casse le dernier creux pour faire par exemple un M-top, donc un creux plus bas que le précédent et un sommet plus bas que le précédent, donc pour derrière matérialiser potentiellement un retournement et l'amorce d'une tendance baissière. Et ben je pense tout simplement que ce sera le moment où en fait on aura des capitaux qui vont sortir de Bitcoin pour derrière rentrer possiblement sur les altcoins. Alors est-ce que ça pourrait se faire dans un environnement qui est baissier? C'est pas forcément un environnement que j'ai envie de voir, mais si jamais on a un gros pump du marché et qu'on a l'ETF qui est approuvé et la halving qui est pas loin, personnellement je pense prendre des profits sur Bitcoin, et tout simplement parce qu'en fait le marché est dirigé et soutenu et alimenté par des narratives. À court terme, je veux dire. C'est-à-dire que, moyen long terme, quoi qu'on en dise, on a les fondamentaux de Bitcoin, on a énormément de narratives et de raisons de vouloir acheter potentiellement du Bitcoin. Mais à court terme, le prix et le marché, il est assez excité, quoi qu'on en dise, par le fait qu'un ETF soit approuvé et aussi par le fait que la halving va arriver très prochainement. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais on a une de ces deux narratives qui arrive à sa fin, voire les deux, tu crées un intérêt court terme inférieur à ce qu'on avait par le passé. C'est-à-dire que là, on a un gros intérêt parce qu'on a la halving et parce qu'on a l'ETF qui pourrait être approuvé, mais on ne sait pas trop quand, donc il y a encore de la marge devant nous. Mais si tu as un ETF qui est approuvé et la halving qui est passée, ou qui est sur le point d'arriver, en termes de raison court terme d'acheter du Bitcoin, c'est peut-être un peu plus modéré que par le passé, pour être assez nuancé et mesuré. Donc, pourquoi, voilà, c'est une des raisons de pourquoi, si on arrive dans cette zone ici, je regarderai de près le comportement de Bitcoin et surtout des alts et de voir si on a des rotations de capitaux. J'aimerais montrer ici cette dominance tout simplement de Bitcoin en excluant les stablecoins. Parce que cette dominance ici de Bitcoin, c'est une dominance de Bitcoin par rapport à la capitalisation totale du marché. Est-ce que les stablecoins sont véritablement des cryptos ou véritablement des actifs qui sont investis, qui reflètent la part de marché de Bitcoin? Je pense qu'on peut dire oui et je pense qu'on peut dire non en même temps. Donc c'est pour ça que je me permets d'avoir deux mesures de la dominance. Celle-ci qui est versus la capitalisation totale du marché et en dehors de Bitcoin, et celle-ci qui est VS la capitalisation du marché en dehors de Bitcoin et en dehors des stablecoins. Et on voit que sur cette dominance, on est déjà à 59,7%, ce qui est plutôt haut, et surtout qu'on est assez proche de cette zone bleue en fait que j'ai tracée et qui est un peu plus haute ici sur ce graphique. Comment on peut expliquer en soi cette différence de positionnement de 61 à 78% de retracement de la baisse ici qui est bien plus haut que par rapport à cette dominance qui exclut les stablecoins? Tout simplement parce que la majorité des stablecoins ont été imprimés entre 2020 et 2022. Donc, c'est-à-dire qu'on a une fenêtre de 2 années dans laquelle on a eu une abondance et une énorme émission de stablecoins qu'on n'avait pas par le passé. Donc, en fait, par le passé, on avait moins de stablecoins et du coup, ce graphique-là, techniquement, il est un peu plus proche de mon graphique qui exclut les stablecoins. Mais depuis qu'on a imprimé beaucoup de stablecoins, la dominance, elle change un peu. Donc, en excluant, le football, il a changé. Donc, vous avez compris. Mais du coup, en excluant ces stablecoins, on est proche de cette fenêtre-là. Donc, si jamais on est dans cette fenêtre-là et qu'on s'approche des 61% ici sur ce niveau ici qui n'exclut pas les stablecoins, je pense que ce sera évidemment un moment pour regarder et observer potentiellement une rotation des capitaux. Je dis bien potentiellement. Donc ici on a parlé beaucoup de Bitcoin, j'aimerais quand même parler un petit peu de Ethereum. Qu'est-ce qu'on voit sur Ethereum? Sur Ethereum, on voit quelque chose assez intéressant. J'en avais parlé sur Twitter. Alors, je vais essayer de retrouver le graphe. Voilà, c'est ce graphe. Sur Twitter, je vous disais quoi lorsqu'on était à ce niveau-là? J'étais, ok,
graphiquement ça pue. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait un niveau mensuel qui nous servait beaucoup de résistance, on l'avait flip ici en tant que support, et puis on avait repassé en dessous et on l'avait retesté ici de manière assez bear, avec un retest de ce niveau-là et puis un dump. Là, pour le coup, on voit que sur ce mois, on a réussi à récupérer ce niveau-là, et donc potentiellement qu'on l'a récupéré en tant que support. Et ce que je vous disais, c'est que si jamais on arrivait à récupérer ce niveau rouge, je pense qu'on irait assez rapidement sur ce niveau orange, et que ce niveau orange ne le voyait pas forcément résister davantage, et qu'il nous permettrait, si jamais il était cassé, d'aller chercher facilement ce niveau bleu-là, à condition qu'on se maintienne au-dessus de ce niveau rouge et qu'on le tienne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce niveau ici en rouge, c'est un niveau qui est c'est un niveau mensuel et c'est un niveau qui est graphiquement même très propre. Un des niveaux graphiques, graphiquement qui est le plus propre sur ce graphique sur Ethereum dans les prix dans lesquels on navigue. Et donc ce que je veux dire, c'est que si le fait qu'on le récupère, pour moi, ça peut nous pousser à accélérer au nord. Et un argument qui est assez intéressant et qui peut alimenter une hausse, en dehors du fait que Bitcoin se ressaisisse et soit plutôt en bonne santé si on garde son prix, c'est qu'on a énormément ici de high à chasser plus haut. Okay. Il y a beaucoup de stops ici à racler qu'on n'a pas raclé. On a commencé à les racler sur les futurs ici. Alors le prix que vous regardez ici, c'est la moyenne entre les prix dérivés sur Bybit et sur Binance. Donc en fait, j'additionne les deux et je les divise par deux. Je divise le total par deux sur TradingView. Comme ça, j'ai une moyenne un petit peu des prix des dérivés entre Bybit et Binance. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a quelques highs qui ont été chassés, mais on a encore tous ces highs ici à les chasser. Et moi, personnellement, la probabilité que ces highs se fassent chasser est, je pense, assez élevée. Donc si jamais on a un petit dip sur Bitcoin ou un petit dip sur Ethereum, et que mon invitation n'est pas si loin que ça, je pense que j'essaierai de chercher un long ici pour viser au moins une chasse de ces stops au minimum. Je suis aussi assez comment dire, confiant dans le fait de jouer des longs si jamais on a un petit retracement et un petit dip qui est pas trop vénère. Pourquoi? Parce que sur les dérivés, on a quand même chassé sous ce lot avant de repartir, et même ici vous voyez qu'avec cette petite mèche on a chassé. Donc en fait le bottom et le rebond qu'on a amorcé ici, ils ont pas été simples à acheter et ils ont chassé pas mal de longues avant de partir. Et donc je me dis que si jamais on a encore beaucoup de liquidités à aller chasser plus haut et qu'en plus de ça c'est notre niveau pivot et qu'on veut voir tenir, si jamais on a un dip qui s'en approche, pourquoi pas essayer de l'acheter pour essayer de chasser toutes les liquidités qui attendent plus haut. Autre chose à prendre en considération sur Ethereum, et pourquoi je vous en parle, c'est que en fait pour moi, on a un gros niveau en 2 semaines autour des 1935 $. C'est ce niveau ici. Ce niveau, il a été testé une première fois ici. Bon, il avait déjà été testé par le passé. Hein. Vous le voyez, c'est ce niveau ici, hein, quoi qu'on en dise. C'était le niveau sur lequel on avait trouvé de la résistance pendant le bull run et qui avait été directement flip ici pour nous permettre de faire un nouvel ATH derrière. Okay. Donc, c'est pas un niveau anodin. C'est un niveau qui a déjà prouvé qu'il était pertinent, et il a reprouvé qu'il était pertinent. Mais pourquoi il m'intéresse et pourquoi je pense que si on va le tester, on ira probablement le traverser? Tout simplement parce que ici on l'a testé plusieurs fois, et surtout que en réalité on a déjà fait une déviation au-dessus pour derrière réintégrer, et en plus de ça on a chassé ici ce high. C'est-à-dire que ici on avait dump, on avait intégré, on avait retesté ce niveau en tant que résistance, ensuite on avait fait notre petit bout de chemin, et ensuite on avait raclé en fait tout simplement au-dessus de ce high. Donc ça veut dire que on avait en soi sorti beaucoup de gens du train, et notamment des shorters. Et donc je me dis que si on a déjà fait une déviation et qu'on a déjà chassé ici, si jamais on retourne sur ce niveau de prix, vu le nombre de fois que ce prix a été retesté et le fait qu'on avait déjà chassé, si on a déjà chassé et que c'est vraiment bear, je vois pas l'intérêt de retourner sur ce prix là et laisser une chance en fait au bull de pousser plus haut. Donc je pense que si on retourne toucher ce niveau rouge qui coïnciderait avec le fait de chasser les highs dont je vous parlais juste avant, je pense que ça nous permettrait de tout simplement casser ce niveau-là, et ce niveau-là, graphiquement, il est extrêmement clean. Vous voyez qu'on a énormément de retests ici. Donc je me dis que si on tient ce niveau des 1650 $, qu'on le tient, qu'on n'a pas encore hacké ses liquidités et que j'ai un setup long ici, j'irai le jouer pour au moins chasser ces highs qui attendaient ici. Et je pense que ce niveau-là ici ne tiendra pas et qui nous permettra d'aller plus haut, notamment chercher les fameux 38% de retracement. Donc l'équivalent des 38% de retracement sur BTC qui sont à 36 000 $, il se situe ici à 2400 $ sur un niveau qui est ici un niveau mensuel sur Ether. Si on regarde sur Ether, on voit bien que c'est une zone sur laquelle on a résisté, sur laquelle on a trouvé du support avant d'accélérer la baisse. Donc je pense que si on arrive à casser ce niveau rouge ici, on n'a absolument rien jusqu'aux 2400 $. Vous le voyez ici de toute manière en weekly, ces prix-là, ils n'ont pas été nécessairement retestés. C'est-à-dire qu'on n'a absolument rien entre ce niveau et ce niveau. Et en plus de ça, on peut se dire qu'il y a de lead balance dans le sens où, en fait, le marché, il n'a pas été énormément
retesté et repricé ces niveaux-là depuis un bon moment, et que si jamais on casse ce niveau-là, le prochain niveau assez intéressant, c'est 2400 voire 2500 $. Donc voilà ce que je vise personnellement sur Ether. Sur Ether, mon scénario il est assez simple. Je reste optimiste tant qu'on se maintient au-dessus des 1640, 1680 $. Tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, je pense buy les dips pour au moins chercher à chasser ces highs. Et si jamais on arrive sur ce niveau rouge et qu'on le casse à nouveau et qu'on a un retest, je pense que je l'achète tous les jours pour viser au minimum les 2400 voire les 2600 $. Et c'est cohérent par rapport à mon scénario sur Bitcoin. Est-ce que ça voudrait dire que on aurait un regain de dominance d'Ethereum si on cassait cette résistance? Potentiellement, mais on peut aussi imaginer que si Ethereum arrive à casser ses 1935 $, Bitcoin sera probablement déjà à 36 ou 38 000 $. Affaire à suivre, mais pour moi, il n'y a pas de raison d'être bear pour l'instant. On a cassé des résistances et des niveaux qu'on observait, qu'on cherchait à casser depuis un bon moment. Maintenant, c'est fait. Et donc, je reste cohérent par rapport à mon analyse. Je suis bull et optimiste tant qu'on se maintient au-dessus des 31 000 $ sur Bitcoin et au-dessus des 1650, 1680 $ sur Ethereum. Si on était amené à perdre ces niveaux-là, je pense que je pourrais redevenir assez pessimiste, mais pour l'instant, on n'y est pas. Bon, j'ai beaucoup parlé. Peut-être l'occasion de parler de vos alts, parce que je suppose que ça vous intéresse. Qu'est-ce qu'on voit sur les alts? Donc, sur les top gainers, donc les cryptos qui ont réussi à le plus profiter de cette semaine, on a quelques cryptos. La première, c'est FET. Donc c'est Fetch.ai je crois. Je vais en reparler juste après. C'était déjà une crypto que je surveillais, donc je vous parlais les précédentes semaines. Comme par hasard. On a PP, on a Unify, on a Injective dont j'ai aussi beaucoup parlé. On a Gala, on croit pas trop. On a le TRB qui peut-être arrive au bout de son run et BLZ. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a pas mal de petites capitalisations qui essayent de prendre un avantage de cette situation qui est assez positive. Pour parler de ces cryptos-là, le fait peut-être que vous allez me le dire dans le chat, j'espère que vous allez me le dire, mais le fait, j'en parle depuis 3 mois, quand on était sur ces niveaux-là. Je vous disais que le fait qu'on ait chassé sous ce niveau-là ici avec cette mèche, je trouvais ça plutôt cool, et que si jamais on avait un setup assez sympa ici pour jouer un higher low et mettre notre stop sous le low ici, je le ferais pour tout simplement viser plus haut, notamment tous ces highs ici qui demandent qu'à être chassés. Ici, pas mal de highs consécutifs qui ne chassent pas les précédents. Donc pour moi, tout ça, c'est de la liquidité à aller chercher, et personnellement, je cherchais à buy un higher low avec un stop sous ce low ici pour viser notamment ces stops. Donc on n'y est pas encore, mais on a bien avancé. Personnellement, j'ai pas eu les couilles, j'ai pas appuyé sur le bouton. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais déjà assez exposé au marché et j'avais encore pas mal de doutes sur Bitcoin qui n'avait pas cassé les 31 000 $. Donc pour moi, c'était assez compliqué d'acheter cette localisation, sachant que sur BTC, comme je l'expliquais la semaine dernière, c'était soit le meilleur moment, soit le pire moment d'acheter. C'est-à-dire que soit vous achetiez l'anticipation qu'on casse l'anticipation de la cassure des 31 000 $, soit vous achetiez en fait tout simplement une chasse de ces highs ici et qui était tout simplement la meilleure localisation pour jouer un lower high sur BTC. Donc pour le coup, on a tout cassé par le haut. Bon, j'ai pas appuyé sur le bouton sur Fetch.ai, mais je vous en ai parlé pendant un bon moment. Donc comme quoi, le peu de crypto que je regarde et dont je vous parle en vidéo se sont révélés assez intéressants à mes yeux. Donc on a eu celui-là, on a eu le Injective aussi, dont je vous parlais depuis un bon moment, encore une fois en vidéo, en stream, en masterclass, tout ce que vous voulez. Je vous disais quoi? Je vous disais que en fait on avait cassé ce niveau ici qui nous servait de résistance pendant un bon moment, et qu'ici on est en train de le retester en tant que support, et que pour moi il y avait de bonnes chances qu'on aille chercher ces liquidités, donc tous ces highs consécutifs qui ne chassent pas les précédents. Et je vous disais que moi je cherchais à buy ce retest pour aller chercher au minimum ces liquidités là. Pour le coup, ça a été fait, contrairement à FET, on a été chercher ces liquidités là, même on a poussé beaucoup plus haut, donc c'est plutôt cool. Après moi je peux pas acheter ça très honnêtement. On est passé depuis début 2023 de 1 $ et ici 14. J'achète pas la verticale, j'achète à la limite des consolidations après une phase verticale, mais voilà, pour moi le moment de se positionner c'était ici, c'est sûrement pas ici. Est-ce que ça nous empêchera de faire un nouvel ATH? Potentiellement, je pense pas. Est-ce que ça me rendra malheureux si jamais on décolle et qu'on va à 100 $ pour une raison ou une autre? Non. Ça fait partie du jeu. Il y a énormément d'opportunités, les gars, sur le marché. Donc, ce qui est important, c'est de regarder vraiment des opportunités que vous pouvez saisir et pas des opportunités que vous avez laissées passer et que vous ne pouvez de toute façon plus réellement saisir. Ou en tout cas, que vous pouvez saisir, mais avec énormément de risques par rapport à ce que vous pouvez gagner. Donc, voilà. On a un Solana qui
va a priori clôturer son mois au-dessus de ce niveau ici en rouge qui est un niveau ultra clé. Personnellement, c'est une des alts sur laquelle je suis le plus bull. Pour moi, à partir du moment où on maintient ce niveau rouge ici, comme sur BTC à 31 000 $, tant qu'on tient les 26-27 $ sur 26,7, 27 $ sur Solana, je vois pas de raison qu'on pousse plus haut, surtout qu'ici on a deux highs consécutifs qui ne chassent pas les précédents. Je pense que c'est une zone qui va attirer le marché, surtout que c'est une zone weekly de résistance ici, vous le voyez. C'est une zone sur laquelle on a trouvé de la résistance qui a été retestée en tant que support avant d'être perdue et d'enchaîner à la baisse et d'être retestée 2 fois. Donc je pense qu'une première résistance intermédiaire, ça va être probablement les 38 $. Et si jamais on a un dip et qu'on chasse pas ces highs, si on a un dip et qu'on n'a pas encore chassé ces highs, et qu'on a un dip autour des 27, 28, 29 $, je pense renforcer ma position sur Solana. Mais pour le coup, c'est pas ce que je vois pour l'instant. Le truc est juste en mode up only. Solana est un de mes plus gros bags, donc je vais pas me plaindre. Et même si j'ai pas l'occasion de renforcer, ça... je ferai toujours de l'argent, donc je vais pas me plaindre. Mais en tout cas, c'est ce que je surveille. Pour moi, cette zone rouge ici ne doit pas être perdue sur Solana. Surtout que ici, en plus d'être tout simplement un niveau weekly ultra clean et donc être un niveau sur lequel on a trouvé du support avant de tout détruire en fait avec la faillite de FTX, donc c'est un niveau qui a été retesté plein de fois et qui est très clean, on voit qu'on a les 38% de retracement de toute la hausse depuis ce higher low weekly ici. Donc 38% de retracement, c'est en général le premier arrêt, c'est la première zone qui doit tenir dans une tendance si jamais elle est retestée avant possiblement la zone de rechargement. Donc le fait qu'on ait ce niveau de pivot weekly qui est aligné avec ces 38%, si jamais on a un dip qui est rapide vers cette zone ici, je pense que je l'achèterai. Il faudra par contre que ça s'associe avec un dip sur une localisation intéressante sur BTC. BTC reste mon prisme principal d'analyse du marché. Et si jamais j'ai des retracements et le retest dont je vous parlais sur BTC, le petit dip qui m'intéresse dans cette zone ici, et qu'on est sur les zones intéressantes sur les alts, à ce moment-là, oui. Mais si jamais on a un dip sur les alts alors que BTC se tient toujours comme ça, je pourrais potentiellement buy le dip sur ces alts-là, mais probablement avec moins de force et moins de risque. Donc voilà. Et après, dans les autres cryptos que je regarde, on a CFG qui est centrifuge. J'ai fait une propagande pas possible sur Twitter. Je pense que c'est clair. On joue la narrative, enfin je joue la narrative des real world assets. On a un niveau qui est méga clean. Sous lequel on a clôturé de nombreux mois. Pour le coup, on consolide ici depuis début 2022, donc à peu près comme BTC ou la qualification des cryptos, donc 500 jours. On a un range qui est plutôt clair ici avec une bande haute et une bande basse. La bande basse a été testée plusieurs fois. Après une déviation, elle a été retestée ici en tant que support. Donc on voit que c'est très très clean. Et ici, ce niveau en rouge, pour moi, il est très clean. Le fait qu'on l'ait cassé, ça me rend assez optimiste. Et ça me laisse présager possiblement un retracement de 38% de toute la baisse depuis le top absolu sur ce jeton. Donc qui est ici à 1,08 $. Et si on veut être un peu plus conservateur, on peut se dire que le dernier mouvement de baisse, d'accélération à baisse, il a été fait depuis les 86 centimes autour d'ici. Et donc on prend ici le haut de ce mouvement, le bas de ce mouvement, enfin le bottom, et on a la reload zone. Donc pour moi, sur centrifuge, tant que on se maintient au-dessus de ce niveau rouge ici, je suis optimiste. Si on repasse en dessous, je sors. C'est aussi simple que ça. Si jamais on a une clôture et de l'acceptation en dessous de ce niveau-là, je sors. Parce que pour moi, c'est-à-dire qu'on aura encore une déviation et que possiblement on peut tout simplement casser par le bas. Donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau rouge ici, moi je reste positionné sur centrifuge. J'en ai acheté en moyenne à 33 et 34 centimes, donc vers là. Donc je sortirai break-even a priori dans tous les cas, a priori, si on n'a pas un crash hyper violent. Et donc tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau rouge ici, mes targets sont assez simples. Les 60 centimes ici, donc la zone de rechargement de toute cette baisse. Et ensuite les 38% de toute la baisse sur CFG. Ce qui est assez intéressant sur CFG, et pourquoi j'en parle pas mal, au-delà de la narrative AI, c'est que en fait sur la capitalisation... Petit lapsus, narrative CFG, Real World Asset. Pas AI. Ouais, Real World Asset. Ouais, excuse-moi. C'est que en fait on a tout simplement un graphique qui est encore plus clean et encore plus bullish. En fait sur tout le dump de CFG, on a eu beaucoup d'émissions de jetons, ce qui a fait que en fait la capitalisation s'est maintenue, mais le prix du jeton a beaucoup baissé avant de consolider et de me donner un setup intéressant. Maintenant la majorité, ou je crois qu'une grosse partie des jetons sur centrifuge sont émis et sont déjà disponibles sur le marché et sont liquides. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a une grosse pression vendeuse et maintenant la majorité des jetons, je crois, de mémoire, sont disponibles. Et donc, si j'ai un graphique sur la market cap qui est assez sympa et que ça match en fait tout simplement le graphique sur le prix unitaire du jeton, moi je me positionne tous les jours. Et quand je vois ce graphique ici en weekly et que je mets en logarithmique, en mensuel par exemple,
voilà, en mensuel, j'ai rarement vu un graphique avec une résistance aussi claire et qu'on est en train de casser possiblement. Donc il va falloir voir comment on clôture ce mois-là, mais si on clôture au-dessus des 115 millions de capitalisation, pour moi on aura cassé ce niveau-là. Et qu'est-ce qui nous attend si on casse ce niveau-là? On n'a absolument rien avant un nouvel ATH sur ce graphique de la capitalisation pour moi, qui situe à 283 millions. Sachant que la majorité des jetons ont été distribués, c'est-à-dire qu'il y aura, le fait que la market cap pump sera assez aligné avec le fait que le jeton pump. On pourra pas se dire ok, le market cap pump juste parce qu'il y a l'émission de jetons. Non, ce sera parce que le prix du jeton augmentera. Et donc je me dis que un nouvel ATH sur Centrifuge c'est largement jouable. Encore une fois, tant qu'on maintient la market cap et le prix du jeton au-dessus du niveau dont je vous parle depuis un bon moment. Et donc tant que c'est le cas, pour moi je vise un nouvel ATH. Et donc personnellement c'est ce que je vise sur Centrifuge. Quelques autres coins assez intéressants. J'ai été un peu long, mais voilà, Lido, pareil, on a eu la majorité des jetons qui ont été émis maintenant, ce qui réduit un petit peu la pression vendeuse. On avait glissé sous ce niveau mensuel et weekly, avec une petite chasse au stop ici. On a récupéré ce niveau ici avec une sorte de W weekly. Donc si jamais il y a des dips ou des retracements, je pense les buy pour aller chercher et viser cette chasse de liquidité ici, parce qu'on a pas mal de highs consécutifs qui ne chassent pas les précédents et qui marquent pour moi possiblement une zone qui peut attirer le prix parce que le marché est dopé à la liquidité. Link toujours comme ça, tant qu'on toujours au-dessus de son range après l'avoir cassé, tant qu'on se maintient au-dessus des $9, tout va bien. Si jamais on a un retest ici qui se prolonge un peu, je pense que je switcherai short pour simplement viser au minimum la bande basse du range, voire plus bas. Mais tant que c'est pas le cas, je pense qu'on peut facilement aller chercher les retracements ici de ce cycle, donc 38% au minimum de ce retracement et de ce retracement. Donc voilà. Pas de trucs spécialement baissiers sur Link pour l'instant. Je vous parlais aussi de BNB, de cette localisation qui était assez intéressante sur le BNB, le fait qu'on chasse et qu'on reparte avec un retest parfait, pour le coup voilà, on est en train de partir. Ça m'étonnerait pas qu'on aille chercher cette imbalance et essayer d'instaurer de la valeur au-dessus des 260-270 $, surtout qu'on a beaucoup de FUD et si le prix commence à rebondir, pourquoi pas. Après si on clôture la semaine comme ça, c'est pas ouf. Bon, en tout cas je surveille, c'est pas la crypto la plus forte, mais je surveille. Et XLM, je vous en parlais, je vous disais que le fait qu'on récupère ce niveau ici, je trouvais ça plutôt cool. Je cherchais à buy le dip, on m'a pas donné mon prix, à quasiment rien. Ça a été le cas avec Injective et FET. Ce sera peut-être encore le cas avec XLM. Écoutez, si je me fais front run, c'est comme ça, c'est pas très grave. Mais voilà, en tout cas, ce que moi je surveillais sur XLM. Et puis après, on a pas mal de trucs. On a le pire qui ressemble pas mal au range de Link d'une certaine mesure, longue consolidation, range plutôt clean. Si jamais on casse, je pense qu'on pourra au moins combler ce manque de retest de ce prix ici avec cette chute qui a été très violente. Pour autant, on est sur la bande basse du range, donc j'achèterai uniquement si jamais on arrive à switch ici ce niveau en support au moins 4 heures, un truc comme ça, et pour viser beaucoup plus haut, mais pour l'instant, je peux pas acheter la bande haute du range. Et on a AV aussi qui essaye de se reprendre, qui jusqu'à maintenant, c'est que des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Et là, pour la première fois, on a réussi à faire potentiellement un creux plus haut que le précédent et une clôture au-dessus de ce sommet-là. Sachant qu'on a pas mal de consécutifs qui ne chassent pas les précédents. C'est tous ces petits traits ici, au-dessus. Je sais pas si on les voit bien, tous ces traits-là. Donc pour moi, ça, c'est tout simplement quelque chose qui va probablement attirer le prix. Donc voilà, après, pour moi, c'est un peu tard. Je peux pas rentrer sur ça, c'est dommage. Mais je surveille AAV de près parce qu'on pourrait assister à un retournement de tendance moyen-long terme. Et donc, c'est assez intéressant. Donc, on a vu pas mal de force sur le marché. Après, je tiendrai à nuancer un petit peu tout ça avec le fait que si on regarde les alts divisé, donc la capitalisation des alts en excluant les stablecoins divisé par BTC, on est toujours en train de dump. C'est assez représentatif de toute façon de la dominance. Et en fait, sur la capitalisation totale des alts en excluant les stablecoins, on consolide, mais on n'a toujours pas cassé notre range ici. Donc pour moi ici on a un range qui est très très clean, on a une borne haute qui est très très clean, comme vous pouvez le voir ici, ce niveau ici il est très très propre, on n'arrive pas à clôturer au-dessus en 2 semaines, et quand on le fait c'est une sorte de déviation ou de petit débordement, mais ça aboutit jamais. Donc si jamais on arrive à la fin de cette compression ici, en faisant des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus bas, donc c'est une compression, on n'arrive pas à prendre une direction. Si jamais on arrive à casser ce range ici, je pense que on pourrait avoir tout simplement une altcoin season, mais on n'y est pas pour l'instant. Voilà pour la partie technique. Merci beaucoup Léo, j'ai tout écouté, surtout la partie altcoin, et tout ce que je constate c'est que niveau altcoin on a un espèce de concert entre beaucoup d'alt à potentiel. Alors attention cependant pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir que les alts,
En bear market, on voit de la surperformance sur des alts qui ont du potentiel. Tu as parlé d'Injective, je sais pas si tu as parlé de Caspa, j'ai pas écouté si tu en as parlé. J'en ai pas parlé, mais j'en ai parlé toutes les semaines d'avant. Voilà, c'est ça, Caspa qui fait que bouger. Bref, comment vous dire, sur chaque écosystème, par exemple sur Cosmos, tu vas avoir un Kujima ou un Injective qui va péter. Sur Polkadot, tu vas avoir Astar qui va péter. Sur Solana, tu vas avoir le Marinade, donc qui est de la DeFi sur Solana qui a pété. Sur Avalanche, tu vas avoir le Joe qui est de la DeFi sur Avalanche qui a pété. Bref, tous les gros protocoles là sont en train de monter. Les autres protocoles restent un petit peu en retrait. Et c'est ça que moi je surveille personnellement. Est-ce que je peux peut-être compléter? Oui, juste revenir sur 2-3 trucs importants que je vois dans le chat. Ça me paraît important de quand même parler des risques, etc. Ouais. Pour éviter des problèmes et pour être tout à fait honnête avec vous. Moi, je me suis all on centrifuge suivant. Non, c'est pas une raison de all-in. J'ai un risque qui est modéré. Si je me fais stop sur CFG centrifuge, je sortirai probablement break-even. Et ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que centrifuge, le jeton est assez illiquide. C'est-à-dire que tu as 500 000 à 1 million de dollars de volume par jour. C'est pas listé sur la majorité des SEX. Donc ça, je trouve ça assez intéressant parce qu'on a vu Polymath ou Polymesh se faire lister sur Binance Futures. Donc moi, je me dis qu'il y a pas mal de cryptos avec une narrative reward asset qui vont de plus en plus se faire lister sur des gros exchanges. Et ça, c'est une narrative qui est assez intéressante et assez haussière pour ces jetons-là. Mais il faut garder en tête que pour l'instant, c'est très peu liquide. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai acheté pour 5 chiffres de centrifuge, de CFG, et j'ai impacté le marché. Le fait que j'en ai parlé sur Twitter, d'ailleurs, j'ai l'impression que ça a aussi impacté le marché, ce qui m'a assez surpris. Et donc, ça montre à quel point c'est liquide. Donc, ce que ça montre, c'est que si jamais il y a un dump et que moi, je veux dump, je risque d'impacter le marché. Et vous risquez aussi d'impacter le marché parce qu'il est encore peu liquide. Donc, prenez ça en compte. Moi, j'ai déjà mis tous mes TP et tous mes ordres en place sur CFG. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aussi rejoindre mon Discord, qui est tout simplement sous mon stream. Vous avez un lien pour le rejoindre, dans lequel je communique directement sur toutes les positions que j'ai en cours, sur lesquelles je suis très transparent. Mais voilà, gardez ça en tête, c'est encore peu liquide. Et j'aimerais compléter sur autre chose rapidement sur BTC. Et je tenais à relayer un petit peu ce que disait Donald, qui est l'autre canard, l'autre Pixfou, en tout cas celui du CT anglophone, que j'apprécie énormément, et qui a dit quelque chose d'assez intéressant. Il disait que si on avait l'ETF qui était approuvé maintenant, il vendrait pas ses BTC. Si on avait un ETF qui était approuvé avec un BTC autour de 44, 58 000 dollars, il prendrait au moins des profits. Et si on avait un ETF qui était approuvé proche d'un ATH autour des 58 000, 60 000 dollars, il vendrait tout. Et je suis plutôt en phase avec ça. Personnellement, si l'ETF est approuvé maintenant, je pense pas sortir, ou peut-être prendre, je sais pas, 10 ou 15% de profit. Mais après, moi, je garde en tête que moi, Bitcoin, je vise au-dessus des 100 000 dollars et que moi, ces bagues-là que j'ai de base, c'est de long terme. Donc, si je vends une petite partie, c'est pour derrière espérer de mieux le réinvestir sur le marché et aussi pour flatter un petit peu mon ego et faire en sorte que psychologiquement, j'ai au moins TP une partie à un endroit qui me semblait clé. Mais si jamais on a un ETF qui est approuvé ici, je pense pas vendre la majorité de mes bitcoins. Par contre, si jamais on commence à passer en dessous de ce niveau-là, je pourrais le faire. Mais ce que je ferais, c'est que je le ferais probablement pas en spot, mais que je le ferais probablement sur les dérivés. Ce que ça veut dire, c'est que si on a tout simplement un BTC qui perd en force, je ne pense pas vendre mon spot, mais je pense couvrir une partie, voire la totalité de ce que j'ai en spot sur les dérivés. Comme ça, moi, je vends pas mes jetons restent sur des ledgers, des trésors, tout ce que vous voulez, et comme ça, je me couvre en fait sur les dérivés. Ce qui sous-entend aussi que j'ai des stablecoins à disposition pour prendre cette position. Personnellement, je préférerais diminuer mon exposition au marché alors que les prix sont encore assez bas maintenant sur les dérivés, plutôt que d'essayer de vendre du spot. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que moi, mes jetons, mes bitcoins, je veux pas les vendre avant des prix significativement plus hauts. Parce que je pense que tôt ou tard, on ira. De mon vivant, je pense que je verrai Bitcoin au-dessus de 100 000 ou 200 000 dollars. En tout cas, moi, c'est ce que je vise personnellement. Donc, je vois pas forcément intérêt de vendre mon spot maintenant. Mais me protéger de possibles fluctuations baissières à court terme sur les dérivés, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Comme ça, voilà, j'ai toujours mes jetons en spot et c'est pas très grave si jamais ils pump. Donc voilà. Très bien, je vais mettre mon écran. C'est parti. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, les potes. Hein. Oui, et d'ailleurs, bizarre, hein. Mais quand le marché monte, il y a moins de gens qui se plaignent de l'analyse technique. Hein. Ça les arrange. Et puis quand il y a peu de gens et que j'en parle et que derrière il y a des trucs qui se réalisent, il y a personne en fait. Parce que
tout le monde se dit que c'est mort et que ça n'a pas d'intérêt, mais quand ça pump, d'un coup, l'intérêt de mes analyses est plus important. C'est assez mort. Mais bref, dans tous les cas, moi, je suis... Ouais. Attends, je vais monopoliser un petit peu la parole pour une fois. Vas-y, j'ai déjà monopolisé. C'est tout ça pour vous dire que ça fait un peu plus de 2 ans qu'on fait cette émission, qu'on a gardé un peu le format tel qu'il est. Qu'il y a des moments, ça va se passer très bien sur des altcoins que Léo aura identifiés. Il y aura des moments, ça sera moins intéressant sur la partie technique. On a fait preuve de rigueur jusque-là parce que c'est une émission qui est complète. Merci beaucoup pour le sub accessoirement. Aujourd'hui, vous voyez, pas de magie, hein. C'est les mêmes cycles, quoi. Hein. T'as un top de marché, tout le monde est excité. Je peux répondre, tu sais ? En fait, l'analyse technique, c'est tellement pile ou face que ça me fait gagner de l'argent. Donc, j'aime bien ce jeu. Voilà. Je laisse reprendre. Non, en fait, sans vouloir se la ramener maintenant, c'est juste vous dire que t'as des moments où tout le monde est excité et tu fais le choix ou non d'être dans l'excitation et de prendre des risques. Léo, quand il est sorti autour des 60 000, il l'a dit, il est sorti. Le marché s'est écrasé. Est-ce que Léo a dit FTX va s'éclater, Luna va s'éclater, Suero Capital va s'éclater, FTX non. Simplement, il s'est protégé. Il vous a expliqué ce que c'était que le hedging. Moi, à cette époque, j'aurais bien aimé savoir ce que c'est le hedging. J'aurais économisé beaucoup plus de 100 000 balles. Et croyez que pour moi, 100 000 balles, c'est énorme. Voilà. Et pour Léo aussi, hein, d'ailleurs. Voilà, donc il faut être complet sur les alts, sur les dérivés, comprendre le marché, s'intéresser aux NFT, s'intéresser aux altcoins, à la DeFi, au Real World Asset, à l'IA, etc. Oh, mais tu nous emmerdes quand tu parles de NFT. Et bah, peut-être que les NFT, ils vont péter dans le prochain bull run et on vous en aura parlé. Voilà, c'est juste ça. J'espère que c'est pas à cause de moi. C'est tout ce que j'espère. En tout cas... tu vois mon écran, c'est pour ça que j'ai dit ça. La bougie, elle est aberrante, cette bougie. En tout cas, écoutez, on va continuer sur le programme. Pour ceux qui nous écoutent... sur YouTube, vous avez les liens des chaînes Twitch pour nous suivre tous les dimanches et pendant la semaine, on fait des analyses. Il y aura des analyses techniques du côté de Léo, il y aura des analyses fondamentales de mon côté. Vous avez le lien du club pour nous rejoindre, discuter avec nous sur Discord où on essaie d'être de plus en plus actifs. Voilà, et on va se mettre sur mon écran, c'est parti. Merci de l'avoir fait. On va commencer par l'actualité. Alors l'actualité... Très bref, on a la valeur des claims de FTX qui est en train de remonter. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Eh bien, il y a un marché secondaire aujourd'hui où tu as des investisseurs qui sont prêts à racheter des comptes FTX dans l'espoir que FTX reprenne des formes. Merci beaucoup pour le sub. On va péter aussi un record de sub ce soir, je le sens. Donc du coup, à une période où les gars étaient en mode ouais, ton compte FTX, je te le rachète à 10%, 15%. Là, on commence à rentrer sur du 40%, 50% de sa valeur parce que plus le temps passe, plus on est sûr qu'FTX va revenir, plus on est sûr de potentiellement retrouver une bonne partie des actifs. Et donc, du coup, eh bien, les gens sont rassurés et sont prêts à investir sur des comptes. Alors, avec tous les risques qui vont avec, hein, il faut prouver que le compte appartient, avec les vérifications d'identité, etc., etc. Mais il y a un marché OTC qui est en train de se faire par rapport à ça. Donc, tu te souviens de ce que je disais ou pas ? 10-15%, oui. Tu te souviens de ce que je disais il y a quelques semaines, il y a quelques mois ? Je disais pas qu'il y avait certains gros acteurs qui commençaient à racheter des claims et tout, quand on était à 20-30 centimes la claim ? Ça, je m'en souviens pas. En tout cas, enfin, de manière générale, j'en avais parlé. J'avais pas cité mes sources, mais j'en avais parlé. Et je trouve pas ça étonnant de voir ce qu'on voit actuellement. Mais tu vois, personnellement, je me pose la question de... Enfin, je pense que je le ferai jamais, très honnêtement. Je pense que vendre une claim et tout, ça représente des risques. Légalement, c'est aussi une galère, etc. Je pense pas le faire. Tu vois, 60, 65, 70% et tout... Ça me fait réfléchir parce que le moment où on va récupérer l'argent, il reste quand même incertain, il reste encore flou. Et je me pose la question de est-ce que c'est mieux d'avoir 65% ou 70% de ma claim et d'acheter du BTC à 30-35 000 et d'espérer qu'on fasse un nouvel ATH d'ici qu'ils distribuent l'argent FTX, ou est-ce que c'est juste plus malin de la garder ? Je sais pas encore. En fait, le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de flou sur à quel point on va avoir nos fonds rapidement, dans quelle proportion, est-ce qu'il va y avoir une sorte de token de dette parce qu'il y a Anthropic, est-ce qu'ils vont pouvoir est-ce qu'ils vont pouvoir vendre leur part de Anthropic pour rembourser les investisseurs, et si oui, quand ? Parce que voilà, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc ça je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui rentre en compte dans ma réflexion. Voilà. Ouais, alors pour ceux qui suivent peut-être moins, parce que là il y a quand même pas mal de gens qui sont pas là d'habitude sur l'émission, Anthropic c'est une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle qui a de nombreux investisseurs et dans ces investisseurs il y a FTX. Et au moment où FTX est rentré, je sais plus à quelle valorisation on était, mais on était je crois à quelques centaines de millions. Là, on parle de plusieurs milliards, voire dizaines de milliards de valorisation sur cet actif. Ce qui fait qu'en fait, FTX, plus le temps passe et plus l'entreprise prend en valeur et plus potentiellement,
va pouvoir récupérer d'argent sur cet investissement. Donc, ça va pouvoir servir aux gens qui font partie des victimes du crash FTX, tout simplement. Et Léo a parlé d'un token de dette, c'est quelque chose qui s'est déjà fait à la suite de piratage ou autre sur d'autres exchanges. Peut-être émettre un token qui va être distribué aux gens qui sont victimes du crash FTX. Tout ça, on va le suivre, on n'hésitera pas à vous en parler. En gros, à quoi ça pourrait ressembler pour faire, enfin, j'estime, en tout cas, je suppose que ça pourrait ressembler à ça. Imaginons que $1 qui te doit, il te distribue l'équivalent du nombre de jetons. Donc, par exemple, si FTX me doit $100 000, il me donne $100 000 de leurs jetons. Enfin, 100 000 unités de leurs jetons, et je sais pas, leur jeton est estimé à 0,5, 0,60 centimes de dollars. Tu pourrais très bien soit vendre le jeton et récupérer des fonds, soit attendre que ce jeton il passe, je sais pas, 90 centimes, $1, $2, $3. Je sais pas si c'est une option qui a été très envisagée, ou en tout cas qui a suscité beaucoup d'intérêt de manière concrète des avocats, ou en tout cas de John Ray 3, je crois. Ouais. Mais en tout cas, voilà à quoi ça pourrait ressembler si jamais ça avait lieu. Moi, personnellement, je parie sur le fait que ça n'existera pas. Mais si ça arrive, c'est plutôt positif parce que, encore une fois, ils pourraient utiliser ça pour distribuer une partie des revenus de FTX 2.0 aux gens qui ont des claims en cours. Voilà. Alors, à cette époque, je m'en souviens pas très bien. Je crois qu'on était tout simplement pas sur le marché, mais c'était Bitfinex, un très gros exchange qui avait subi un hack en 2016. Voilà, moi, je n'étais pas encore sur le marché. Et justement, à la suite de ce hack, il y a une distribution de tokens Léo aux gens qui ont été victimes. Et regardez, ce jeton, bon, il est très probablement manipulé à outrance, hein, mais ce jeton, il a pris la valeur de cette distribution. Mec, regarde le classement en termes de market cap et le volume que ça fait par jour. 22e, 3,7 milliards de capitalisation, $200 000 de volume en 24 heures. Exact. Moi, je toucherais pas à ça, les gars, je pense. Et il listait pas beaucoup d'endroits. Hein. Pas sur du gros. Mais, pas sur du gros. Mais voilà. Très bien. Ensuite, donc, on continue sur les news. Bon, une démission chez Binance UK d'un des directeurs suite à des pressions réglementaires. Voilà, donc cette fois, cette décision intervient dans un contexte de pression accrue de la FCA. La FCA, c'est l'équivalent de l'autorité des marchés financiers en Angleterre. Aujourd'hui, Binance se pose la question, quel avenir pour sa filiale anglaise? Parce que justement, il y a peut-être trop de pression et ça vaut peut-être pas le coup d'essayer de se full focus sur ce marché-là alors qu'il y a d'autres acteurs sur les UK. Encore un petit fait de Binance à suivre. Cette personne va être remplacée de toute façon. Ensuite, on a le mainnet de DYDX. Ça, c'est une news intéressante. DYDX, donc petit disclaimer, DYDX, on a bossé avec eux, on va très probablement continuer de bosser avec eux. C'est un projet qu'on apprécie beaucoup, qui est un projet qui vise à se décentraliser totalement. Je bosse encore avec eux aujourd'hui. Voilà, donc on est nécessairement biaisé. J'ai un peu de leurs jetons, je parle beaucoup avec l'équipe, etc. Mais juste pour compléter, nous on relaye. Là, en ce moment, je crois qu'on ne travaille plus avec eux sur Coin Academy. Oui, on aura juste un trade et une vidéo à faire, c'est ça. Mais c'est tout. Voilà. Mais en tout cas, nous, on relaye ça aussi. Enfin, les actus et les derniers trucs qu'on a publiés, c'était pas sponsorisé. On relaye ça parce que moi, personnellement, et je pense que les membres de l'équipe Coin Academy aussi, sont assez excités par ce qui est en train de se passer. Tout à fait. Et c'est pour ça que malgré ça, vous noterez aussi que c'est pas parce qu'on a déjà bossé avec un tel ou un tel qu'on n'a pas une vision macro du marché. On vous a parlé d'Injective, on va continuer de vous en parler. Dans une émission, je vous ai montré d'autres DEX. D'ailleurs, sur ma chaîne, vous aurez un résumé des DEX concurrents de DYDX que j'ai testé. Donc, j'ai testé du Aevo, j'ai testé du Helix, j'ai testé du Apex Pro, du HMX. Enfin, il y a vraiment plein de DEX qui sont en train de se construire. Mais ce qui est intéressant avec DYDX, c'est que c'est un top performer en termes de volume. Hein. Tout simplement, quand tu vas sur CoinGecko, plateforme d'échange décentralisée. J'ai regardé sur les dérivés. Hein. Sur les dérivés, c'est 45 à 50% de part de marché en ce moment de ce que j'ai vu sur DeFi Lama et Token Terminal de mémoire. Donc c'est dans ces eaux-là a priori. Et peut-être pour compléter, parce que hier j'ai passé une bonne partie de ma nuit à me renseigner sur des trucs comme ça, il commence à y avoir des concurrents qui prennent des parts de marché, mais en fait ils prennent des parts de marché parce qu'il va y avoir un airdrop de ces jetons-là. Donc en fait c'est une activité qui est un petit peu artificielle, là où sur DYDX, pas d'airdrop en fait. Enfin, c'est juste des gens qui utilisent vraiment le produit de mon point de vue. Donc, tu peux me mettre en surbrillance le message de Milkways. Là, je comprends toujours pas le move de passer de Starknet à Cosmos. Je vais te l'expliquer tout de suite. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Ok, super. Alors pourquoi ce move? Tout simplement parce qu'il y a une réalité marché.
La réalité marché, c'est que DYDX, pendant très longtemps, il n'y avait pas beaucoup de pairs, il n'y avait pas de marché spot. D'ailleurs, il n'est pas encore présent, mais il arrive. Il n'était pas totalement décentralisé. Donc, en fait, tu as un choix stratégique. Le choix stratégique, c'est déjà de se couvrir. Parce que derrière DYDX, tu as une entreprise privée qui a développé le protocole, qui risquait au fur et à mesure du temps de se faire casser la gueule par le régulateur américain. Et ça, ils en sont totalement conscients. De par l'émission du jeton, les développements, etc. On a vu la SEC travailler. Il y avait un besoin de décentralisation pour se protéger, mais aussi pour pouvoir émettre des nouveaux jetons sans que ce soit qualifié comme une security ou je sais pas trop quoi. Donc plusieurs choix. C'est soit faire une blockchain souveraine. Tu as un choix, c'est Cosmos, ça aurait pu être une parachain Polkadot, ça aurait pu être autre chose. Ils ont choisi Cosmos. Ou alors d'utiliser des roll-ups. Au moment de cette décision, le marché des roll-ups, c'est pas le marché qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'on voyait des choses arriver, on pouvait spéculer. La preuve en est, ils utilisaient un roll-up StarkEx, mais il n'y avait pas Starknet, il n'y avait pas l'Arbitrum qu'on connaît aujourd'hui, l'Optimism, etc. Donc ils se sont activés pour faire une chaîne souveraine. Ils auraient pu effectivement patienter pour faire un roll-up, mais voilà. Ils ont fait ce choix, maintenant il faut l'assumer. L'avantage de Cosmos, c'est qu'ils peuvent quand même tout customiser, alors que quand c'était un layer 2 StarkEx, il y a quand même la dépendance par rapport à Starknet et potentiellement des problèmes réglementaires par rapport à ça aussi. Voilà, donc ce mainnet DYDX V4, il faut savoir qu'on a fait un trade sur le sujet. Je ne sais pas si je l'ai noté dans mes notes. Au pire, je le retrouverai tout à l'heure. Mais j'en ai fait un tweet aussi. J'en ai fait un tweet aussi, et dans ce tweet-là, j'explique pourquoi je suis assez hype, mais aussi pourquoi j'aimais pas mal de réserves concernant le jeton. Il y a un gros unlock qui arrive en fin d'année. Il faut en avoir conscience. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que si vous voulez juste trader de manière décentralisée sans KYC, vous pouvez le faire sur DYDX et ne pas vous exposer aux jetons. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous pouvez très bien trader sur DYDX, avoir la majorité de vos frais qui sont remboursés en jetons DYDX, mais shorter l'équivalent de vos récompenses directement sur Bybit, BitGet et d'autres, etc. Et donc, en faisant ça, vous avez des récompenses qui sont en dollars, parce qu'en fait, vous shortez l'équivalent de vos récompenses. Donc, en fait, c'est comme si vous récupériez des récompenses en dollars et qui ne sont plus, du coup, corrélées au mouvement, en fait, de prix sur le jeton. Donc, personnellement, moi, j'ai un petit bag et il s'est constitué, excusez-moi, à partir des récompenses que j'ai obtenues en tradant sur DYDX, mais je renforce pas ce bag parce que actuellement, il y a beaucoup d'incertitudes et quoi qu'on en dise, il y a un énorme unlock qui arrive en fin d'année. J'ai parlé avec l'équipe de DYDX et ils m'ont dit que la majorité des gros investisseurs allaient staker leurs jetons je dis bien la majorité, pour toucher une partie des revenus du protocole. Parce que maintenant, en fait, jusqu'à maintenant, il y avait des revenus, la majorité des revenus, je crois, qui allaient directement à la boîte DYDX Trading, qui était l'entité centralisée et qui rendait DYDX partiellement centralisé, tout simplement. Et donc maintenant, en fait, cette entité centralisée, elle saute, tout devient décentralisé. Alors ça n'empêchera pas cette entité d'être utilisée comme prestataire technique pour faciliter le développement de DYDX d'une certaine manière, un peu comme un AV ou d'autres peut avoir recours à, je sais pas, à Zeller ou d'autres pour les aider à contribuer techniquement, etc. Au protocole. Mais maintenant, la majorité de ce que j'ai compris des revenus du protocole, donc des frais que vous payez, vont être tout simplement payés en fait aux stakers et aux validateurs de la chaîne. Donc ce que ça veut dire, c'est que à partir de maintenant, vous pouvez déjà bridge vos jetons DYDX ERC20 sur Cosmos. Vous avez d'ailleurs le bridge de Meria qui est en place, qui vous permet de le faire et de staker chez eux si jamais vous le souhaitez. Donc dydxbridge.meria.com. Et donc en stakant, vous allez toucher une partie des revenus du protocole. Tout simplement. Donc moi je trouve ça assez révolutionnaire. C'est comme si on pouvait toucher une partie des revenus de Bybit, de Binance ou d'autres. Là pour le coup c'est très concret. Et en plus de ça, les revenus que vous touchez en stakant vos jetons vont tout simplement être versés en USDC. Alors de mémoire, ces revenus seront versés à partir de la V4. Donc la V3 être moins utilisé donnera toujours des revenus à l'entité centralisée, à savoir DYDX Trading, mais avec la V4 qui va être utilisée par tout le monde et qui va être celle qui va être entretenue, développée et avancée, eh bien ces revenus-là vont revenir aux stakers et aux validateurs et en USDC. Donc ça veut dire que vous recevrez des revenus en USDC et ça enlèvera aussi la potentielle pression vendeuse que auquel certains croient, du fait que en fait ils vont encore nous récompenser en jetons DYDX. Non, pour le coup, les revenus ils sont versés en USDC parce que nous les frais qu'on paye sur la plateforme en tradant sur DYDX, ils sont tout simplement payés en USD aussi. Merci beaucoup Léo. Moi j'essaie de mettre des éléments à l'écran du coup. Donc on a un bridge qui nous permet de passer du roll-up à la chaîne officielle. On a la V4 qui s'est mis en place sur le mainnet. On peut voir d'ailleurs la production des blocs en temps réel avec un block time beaucoup plus court sur C injective. On est à moins de 500 millisecondes, je crois, injective. On est autour d'1 seconde. DYDX, on est à 1,8 secondes par bloc, mais ça va. Hein. En vrai, c'est pas
c'est pas problématique, avec des frais extrêmement bas. Donc pour répondre au message de départ, eh bien voilà, Cosmos, ça permet d'être totalement open source. Ils open source totalement leur code, donc les gens peuvent servir sur le GitHub, forker, proposer des interfaces différentes, proposer des chaînes basées sur DYDX pour proposer un produit qui est mieux. Donc on va dans le sens de la décentralisation et je trouve ça extrêmement intéressant. Je peux compléter? Il y a un truc très intéressant qui techniquement va t'intéresser. Alors j'ai regardé une interview du fondateur de DYDX qui est Antonio Giulio, je sais plus comment il s'appelle. Et en gros, ce qu'il expliquait, c'est que le carnet d'ordre maintenant va être off-chain, mais sur la chaîne d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait maintenant le carnet d'ordre, pour éviter d'avoir à tout inscrire dans des blocs et que ce soit long et que ce soit galère, en gros le carnet d'ordre de DYDX V4 va être dans le même pool en fait de la chaîne. Donc en fait il stocke le même pool, il stocke genre le carnet d'ordre dans le même pool de la DYDX chain, de ce que j'ai compris. Je vois ce que tu veux dire. Bah de toute façon un mempool c'est off-chain. Hein. Un mempool c'est off-chain. Bitcoin, le mempool, là pour ceux qui savent pas ce que c'est un mempool, je vous fais une franchement les gars, on vous fait une émission de fou. Je vous fais une représentation visuelle d'un mempool. Là en fait les petits personnages représentent des transactions en attente. Ces transactions en attente, elles sont dans une queue en fait, elles sont pas dans la blockchain et c'est seulement quand un validateur place ses transactions et que son bloc est validé par tout le monde qu'elle est dans la blockchain. Donc là en l'occurrence le carnet d'ordre il se passe en dehors mais fait partie quand même de l'écosystème en tant que tel. On n'est pas dans une logique, c'est écrit sur une base de données à part, ça fait partie de l'écosystème. Voilà, donc on va continuer, on a BlockFi qui sort de la faillite. Donc BlockFi qui était un protocole, on va dire, de CDFI, donc Centralized Finance, finance décentralisée, centralisée si vous préférez. Et du coup, ils s'en sortent. Donc, plutôt bonne nouvelle pour les investisseurs. Et ça va de pair avec le crash FTX, avec toutes sortes de choses. Si les gens retrouvent leur argent, déjà, ça va remettre un petit peu de boost au marché et ça va rassurer pas mal de monde aussi. Ensuite, on a Grayscale qui s'associe à FTSE Russell pour proposer différents indices. Donc, on ne parle pas d'ETF Bitcoin, là, proprement parlé, mais différents indices sur différentes catégories de produits. Pour investir dans les crypto-monnaies, ça peut être des produits d'actifs crypto ou des plateformes de contrats intelligents. Dans cet article, normalement, on précise les différents indices. Laissez-moi trouver ça tout de suite. Si jamais Léo, tu vois l'information avant moi, n'hésite pas. J'ai petite lacune. C'était plus. Attends, on remonte au milieu de la page. Là, ouais, au-dessus des. Ouais, là. Désolé. Non, là où il y a le bloc noir. Là, okay. C'est écrit juste au-dessus. Ouais. Ah là, il y a un bloc noir. Juste au-dessus du bloc noir. Juste au-dessus du bloc noir, voilà. Les paragraphes au-dessus du bloc noir. Je comprends pas ce que tu me racontes. T'as le bloc noir et t'as les paragraphes au-dessus. Donc ça. Dans 5 indices pour différents secteurs. Bah, c'est écrit. Des finances, des consommateurs, de la culture. On spécifie pas. Il a tenu en dehors de l'émission à me dire de spécifier. Je lui dis, bon, bref, c'est pas grave. On a différents types de produits, donc des blockchains d'infrastructure et différents produits autour des cryptos. Donc il va y avoir 5 indices et le but c'est de pouvoir investir sur ces indices. Comme par exemple, on pourrait avoir un indice sur la DeFi, on pourrait avoir un indice sur l'IA, on pourrait avoir un indice sur les Layer 1, on pourrait avoir un indice sur les Layer 2. Et du coup, en fait, ça vous permet de structurer certaines thématiques de l'écosystème et de spéculer dessus sans avoir à nécessairement toujours essayer d'évaluer quel est l'intérêt de chaque crypto dans son secteur. Et un peu comme le CAC 40, je sais pas si ça fonctionnera comme ça, mais ou le S&P 500, en fait, c'est les plus grosses capitalisations. Et donc, en fait, dès qu'il y en a une qui baisse et une autre qui augmente en même temps, en fait, ce panier, il est réévalué. Donc, ça vous permettrait de toujours garder les meilleurs acteurs de chaque thématique. Voilà, en fait, c'est surtout pour vous exposer à un panier d'actifs plutôt que d'acheter individuellement chaque actif aussi. Ça vous permet de lisser le prix d'entrée et ça permet surtout à des gens qui s'intéressent aux cryptos et qui veulent pas forcément investir directement dans les cryptos, d'avoir des produits dérivés qui permettent d'investir sur différents packages. Ensuite, donc on a la SEC qui est face à des risques juridiques potentiels. Alors là, en gros, c'est très simple, c'est que si la SEC continue de dire non, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, c'est elle qui va se faire attaquer en justice par les personnes qui ont fait des demandes d'ETF. Donc, et c'est potentiellement ce qui va se passer. Hein. Potentiellement, ils vont nous sortir je ne sais pas quel quenelle pour que les ETF passent pas. Ça veut pas dire qu'ils passeront jamais, ça veut juste dire qu'on va encore retarder l'échéance. Et donc, pour que les taux se resserrent, eh bien, des ARK Invest, des Grayscale, BlackRock, etc. pourraient attaquer directement le régulateur en justice. Et c'est ça la beauté du marché libre. On a la même chose en Europe. Hein. Tu peux demander à la Commission européenne d'attaquer un régulateur, par exemple, si tu n'es pas d'accord avec une décision. Pas d'affaires personnelles. Ensuite, alors cette info, elle est plutôt cool parce qu'on n'en parle jamais. En gros, Craig Wright a gagné un appel sur un différend de plusieurs milliards de dollars en Bitcoin contre la famille de ce monsieur. Ce monsieur, c'est David Clayman. Alors,
petit rappel des faits. Craig Wright, c'est qui? Craig Wright, c'est un Australien qui, depuis de nombreuses années, s'autoproclame Satoshi Nakamoto, dit à tout le monde, je suis Satoshi, c'est moi, je peux vous le prouver, patati patata. Il l'a jamais vraiment prouvé. Toujours est-il qu'il est là depuis le tout début sur Bitcoin, il en a miné, et que potentiellement, il connaissait Satoshi, ou il connaissait des gens profs de Satoshi, comme beaucoup de gens qui sont early, hein. Je pense par exemple à Mark Karpeles, le créateur de... Comment ça s'appelle? J'ai un trou, pardon. L'exchange MTGOX disait connaître Satoshi et c'est pas le seul. Donc bref, c'est quoi cette histoire? En fait, David Clayman, c'est un gars avec qui il a miné de la crypto-monnaie. Et ce gars-là, il est mort en 2013. Donc ce qu'il a fait, Craig Wright, c'est que comme apparemment il y avait du mining entre lui et Clayman, eh bien quand David Clayman est décédé, son frère a repris l'affaire et lui, Craig Wright, ce petit ripou, il a attaqué en justice David Clayman. Et donc là, ils sont en train de se bagarrer pour savoir qui a combien de Bitcoin. Donc il y a eu apparemment un premier différend où Craig Wright gagne et ramasse la caisse, mais il y a un deuxième différend en cours où Craig Wright doit 100 millions de dollars à la famille Clayman, donc affaire à suivre. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a eu des petits complots pour dire que David Clayman potentiellement connaissait, était Satoshi Nakamoto, mais c'est un petit peu léger. La seule preuve à peu près concrète, c'est que c'est un des mecs les plus early qui a miné du Bitcoin. Affaire à suivre en tout cas, et d'ailleurs on n'en parle absolument jamais, mais c'est voulu. Mais il faut savoir que notre ami Craig Wright a créé son propre Bitcoin qui s'appelle le BSV, Bitcoin Satoshi's Vision, qui est un fork du Bitcoin Cash et non pas du Bitcoin, avec des blocs encore plus gros et les performances ne sont pas du tout au rendez-vous. En fait, le problème, c'est que Bitcoin, c'est des blocs d'1 méga, Bitcoin Cash, c'est des blocs de 8 à 32 mégas, Bitcoin SV, c'est des blocs de 128 mégas maximum. En fait, ça fait des blocs qui sont tellement énormes que quasiment aucun validateur de blocs arrive à suivre la cadence. Donc, en fait, il n'y a quasiment aucun validateur. Et ça fait que c'est une blockchain qui est relativement centralisée. Et là aussi, c'est une preuve assez honnête que le mec sait absolument pas ce qu'il fait et ce qu'il raconte, et donc que c'est pas Satoshi. Voilà, donc si jamais vous lisez l'article Coin Hebdo qui est dispo en description, je vous donne un petit peu plus de détails sur qui est David Clayman. Ensuite, pour terminer, dans ces actualités, on a Arbitrum qui annonce la compatibilité avec les Layer 3. Donc, ça fait un moment que c'était annoncé, hein, mais là, c'est en train de se concrétiser. Il faut savoir que dans certains Layer 2 type Optimism, on est plutôt dans une logique où chacun crée son Layer 2 et après, on fait une interopérabilité dans l'écosystème Optimism entre les Layer 2. C'est le cas notamment avec Base, le Layer de Coinbase et d'autres. Eux, Arbitrum, ils proposent en fait à la place d'émettre des Layer 3. Et tous les Layer 3 qui seront émis sur Arbitrum seront interopérables. Ça ne change pas grand-chose dans les faits, mais déjà qu'Arbitrum était le top Layer 2 d'Ethereum, bien ça va continuer. Et ça va aussi permettre à Arbitrum de s'exporter sur d'autres écosystèmes, notamment Solana, qui a annoncé qu'avec Arbitrum Orbit, du coup, eh bien, on aura un Layer 2 Arbitrum sur Solana. Voilà, d'ailleurs, c'est intéressant, j'avais pas vu l'information avant, mais la TVL est en train de bien augmenter là, hein, sur les roll-ups. C'est assez impressionnant. ZK Sync, il faudra qu'on en parle plus dans les prochaines émissions. Voilà. Donc après, qu'est-ce que je me suis noté d'autre dans les actualités, dans les fondas, plein de choses. On va parler de gaming Web3 très rapidement. Mais avant ça, juste petite parenthèse sur l'affaire FTX. Donc on a du nouveau. En fait, FTX aujourd'hui a 3 options. C'est soit de se faire racheter complètement et se faire relancer, soit d'avoir simplement des investisseurs externes et de relancer, soit relancer d'eux-mêmes sans investissement externe. On a eu des petits dramas un peu intéressants où en fait SBF essaie au fur et à mesure de rejeter la faute sur ses voisins, sur des Caroline, sur l'avocat, sur des gens de l'entreprise, etc. Mais il s'est quand même bien fait tordre par le jeu. Il essaie de sauver ce qu'il peut sauver, hein. Dans le chat, on me dit Arbitrum ou Optimism, qui est le futur gagnant? Difficile à dire à ce stade. On va retourner sur L2Bit. Alors, c'est pas un truc que je maîtrise de A à Z, mais si vous voulez, quand vous allez sur le site l2bit.com, vous pouvez voir des stages. Et en fait, c'est des stages qui sont proposés par L2Bit pour dire à quel point on en est loin dans la décentralisation. C'est-à-dire que quand on est au stage 0, il y a plein de trucs à améliorer. Quand on est au stage 1, il y a de meilleures choses au niveau de la décentralisation, que ce soit les séquenceurs, génération des preuves, etc. Dans un monde parfait, il faudrait qu'il soit au stage je sais plus combien. Il y a une page qui explique tout, voilà. Pardon, je l'ai pris à l'envers. Stage 0. Et au fur et à mesure où le temps va s'améliorer, on va identifier justement tout ce qu'il y a à mettre en place sur un roll-up pour que ce roll-up soit totalement décentralisé, en sachant qu'on apprend sur le tas aussi toutes les critiques qui peuvent être faites vis-à-vis de ces roll-ups. Donc pour le moment, Arbitrum ou Optimism, quel gagnant? Pas de réponse, mais en termes de TVL, c'est Arbitrum qui est devant. Voilà, donc je voulais vous parler de Gaming Web 3. Moi, j'ai surtout passé ma semaine à tester du Gaming Web 3 sur le store d'Epic Games, sur Ultra, notamment pourquoi? Parce que j'ai commencé à entreprendre mon rôle d'ambassadeur encore plus à cœur chez Ultra en leur disant, bon bah les gars,
votre jeu, quand est-ce qu'il arrive sur Ultra, quand est-ce qu'il est disponible. Donc déjà, Shrapnel, qui a un jeu de tir, m'annonce que si on achète l'Early Access chez eux, on pourra à partir de décembre, jouer au jeu. Il faut savoir que l'Early Access le plus bas est à 20 balles. Donc ça va pour un jeu vidéo. Et accessoirement, avec votre Early Access, vous avez accès à des jetons Shrap. Pas énormément, mais il y a des petits jetons qui vont avec. Donc moi, j'y jouerai. En tout cas, j'y jouerai en live et dans une émission YouTube. Donc voilà pour Shrapnel. Mais on a également pas mal de jeux qui sont disponibles depuis peu. Je pense à Torque Drift qui, pour le moment, c'est un peu léger, il n'y a que le mode garage, mais c'est développé par un gros studio de jeux vidéo et ça va être un jeu qui visuellement est à la hauteur des jeux qu'on a l'habitude de voir. Donc on n'est pas sur un jeu tout moche. J'ai fait un tweet à ce sujet. Laissez-moi vous le retrouver dans le mode garage. C'est assez joli, honnêtement. Donc pour le moment, on peut juste personnaliser le véhicule. Mais normalement, d'ici quelques mois, on va pouvoir jouer au jeu. Donc je crois que ce sera un open world ou du moins ce sera un jeu de drift. Ça nous permet déjà de nous faire une idée de ce que ça va donner visuellement. Et c'est nettement au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir. Ensuite, donc, on a Grid qui est un jeu gala, qui est un Battle Royale dans une ambiance western. On a Complete qui est un Fortnite-like. Pardon, Léo. On peut peut-être parler aussi du fait qu'on a un gros rapport sur le gaming qui arrive très bientôt. Oui, on peut en parler. Qui va être très complet. J'aime beaucoup ce qui se passe. Ouais, franchement. Je sais pas si tu veux en parler très succinctement. Je vais en parler. En fait, l'idée de ce rapport, à la base, je voulais faire un rapport quand même assez chargé sur la crypto. Et après, avec Léon, on a dit non, on va faire un très gros rapport qui parle d'absolument tout. Et quand je vous dis tout, c'est qu'est-ce que c'est le marché du jeu vidéo aujourd'hui, de l'e-sport, du pari? Qu'est-ce que c'est le marché Web3 de demain? Quelles sont les solutions blockchain? Critique de tokenomics, les différents jeux qui sont sortis, les différents jeux qui vont sortir, les jeux qui sont gratuits, dans un rapport complet, et ensuite exporté dans un format vidéo. Comme ça, vous aurez une vision absolument macro du marché Web3, parce que ça fait quand même très longtemps que je l'analyse de mon côté. Donc je vais vous délivrer ce contenu-là. Il sera disponible dans un premier temps en exclusivité sur le club, puis plus tard pour tout le monde. Vous inquiétez pas, ceux qui payent et qui veulent profiter de l'exclusivité, eh bien vous êtes les bienvenus dans le club. Et ceux qui veulent pas payer, vous l'aurez aussi. Donc ça va être une nouvelle chose pour nous. Et d'ailleurs, on a contacté des gens qui sont assez importants dans l'écosystème du gaming Web3 pour commenter ce rapport et apporter leur valeur aussi. On vous donne pas les noms par contre. Alors, du coup, voilà, pas mal de jeux qui sont disponibles, qui sont pas toujours optimisés, mais le marché du Web3 avance. Et voilà, ce que je tenais à vous dire, c'est que oui, les jeux Web3 actuellement, c'est pas League of Legends, c'est pas Counter-Strike, c'est pas Call of Duty, c'est sûr. Après, il y a 1 voire 2 zéros en moins dans le budget de développement et beaucoup moins de temps de développement aussi, des moins grosses équipes, bref. Mais quand on sait ce que c'était le gaming Web3 il y a ne serait-ce que 2 ans et ce qu'on a maintenant, il y a quand même une évolution qui est assez importante à noter. Et moi, je suis très heureux de voir ce marché évoluer. Notamment, j'ai pu tester Star Atlas en 4K sur mon PC dans ma dernière vidéo sur ma chaîne Capet Crypto, que je vous laisse en description. Star Atlas est vraiment, c'est grave. Je m'attendais pas à ça. Alors, pour le moment, c'est. Moi, je m'attendais à un truc nul. Ouais, mais là, gros, c'est vraiment choquant. C'est beau, ça tourne bien. Alors, c'est une démo, c'est pas encore le jeu final. Mais quand on sait ce que Star Citizen a fait en 10 ans, là, on parle de 3-4 ans de développement, je crois. C'est hyper rassurant. Moi, j'ai été choqué. Et attends, j'avance. Quand je conduis le véhicule, en plus, je branche la manette, elle marche nickel. C'est vraiment. Ah, t'as pu tester du coup toi-même? Ah ouais, bien sûr, je te prêterai mon compte Epic Games si tu veux tester, gros. Tu branches la manette, c'est un banger. Franchement, j'ai choqué. Et c'est que le début. Donc c'est très rassurant de voir un petit peu ce qui va se développer sur Unreal Engine. On sait aussi qu'il va y avoir un open world de Cross the Edges courant 2024 que j'attends avec attention. À l'époque, le CEO de Cross the Edges m'avait montré quelques images sur le téléphone. C'était assez appétissant. C'est pour ça que moi, je vous parle pas beaucoup de Cross the Edges, pas en mode ouais, ça m'intéresse pas et tout. L'écosystème est très intéressant. Mais voilà, le jeu de cartes, c'est pas forcément quelque chose qui me fait bander. Par contre, quand on va avoir du jeu à la première, à la troisième personne, là. Et j'ai regardé aussi les dernières levées de fonds et tout. Et tu peux voir que A16Z, qui est donc Horowitz de mémoire, et qui est un des plus gros investisseurs, je pense, en crypto, en tout cas en termes de fonds, de VC, etc., est en train de mettre de grosses patates sur des projets associés quand même au gaming, etc. C'est un des plus gros investisseurs dans le gaming de mémoire, avec Animoca Brands et d'autres. Donc évidemment, on en parlera dans le rapport. Mais même dernièrement, ils ont levé des sommes qui ne sont pas dérisoires à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je pense qu'on fera un rapport complet. J'y réfléchis. Je pense que je vais me mettre dessus très prochainement sur les VC, sur ce qu'ils financent,
sur ce qu'ils vont financer, sur les comportements durant les cycles, comprendre aussi un peu l'anatomie des VC, avoir des commentaires de gens que j'ai aussi déjà interviewés externes. Donc on fait un truc vraiment propre parce que moi j'en ai un petit peu marre d'entendre tout et n'importe quoi sur les VC sur Twitter, et surtout de gens qui ne travaillent soit pas avec des VC, soit qui ne sont pas avec des VC. Et je pense que ce sera aussi l'occasion de parler de ça, parce qu'au final c'est les gros sous et c'est ceux qui sont derrière la plupart des gros projets et c'est une bonne chose et une mauvaise chose à la fois dans certains cas. Donc je continue sur le gaming web 3. Donc cette fois je parle de Mars 4. Alors précision, l'article Mars 4 était sponsorisé, le trade était sponsorisé. Le placement sur ce live l'est pas, mais ça me fait plaisir de vous parler de gaming web 3. Moi j'avais aussi bossé avec eux en perso pour Ultra. Qu'est-ce que c'est Mars 4? C'est un jeu de survie sur Mars qui est disponible en solo et en multi. Donc, pour le moment il est en cours de développement. Il y a une logique de NFT, une logique de token, mais le jeu est gratuit. Vous pouvez le tester soit sur Ultra, que je vous laisse en description sur mes chaînes perso, soit directement sur le site, on en parle sur le trade, donc vous pouvez le tester, ça tourne sur Unreal Engine 5, et pour ceux qui veulent comprendre un petit peu le gameplay, on l'explique. Dans ma vidéo, je vous montre un petit peu comment crafter des ressources, comment se chauffer, comment récupérer de l'énergie pour pouvoir crafter, etc., etc., pour comprendre les bases. Il va être multijoueur, donc l'expérience multijoueur, je ne l'ai pas encore testé, mais là c'est pareil, c'est toujours pareil, ok, c'est pas le jeu du siècle, mais c'est un jeu Web3 qui est visuellement et agréable. Et si il build correctement, et je l'espère, ça peut donner quelque chose. Il faut vraiment savoir d'où on vient dans le gaming Web3 et où on va. Moi, je vois les choses s'améliorer, donc ça me fait plaisir de vous présenter des choses qui commencent à ressembler à quelque chose. Parce que je vous dis, il y a 2 ans, c'était nul. On jouait à rien, c'était injouable, nul. Là, on a des trucs qui sont jouables, qu'on peut relancer. Compète, Mars 4, etc. Donc, imaginez ce qui va se passer dans 2 ou 3 ans. Personnellement, je suis très hype. Ensuite, oui, on va parler de Layer N. Alors, Layer N, très intéressant, c'est un roll-up, encore un nouveau roll-up, qui disent utiliser une VM custom Rust avec Eigenlayer pour la data availability. Bref, tous les buzzwords qu'il faut pour vous dire on a la tech de zinzin, on va envoyer du 100 000 transactions par seconde avec une latence de 50 millisecondes par bloc. Ils ont même fait un tableau comparatif en mode on écrase tout le monde. Et c'est vrai que c'est appétissant à première vue. Commentaire d'Abdel, très intéressant. Tant que je vois pas de GitHub et de code, je considère que c'est du bullshit. Donc c'est de la connerie. Tu ne peux même pas avoir accès à la doc des développeurs sans remplir un formulaire, pas de GitHub, rien. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes. C'est-à-dire que d'un côté, Layer N, ils ont levé 5 millions auprès de différents acteurs, plus ou moins gros d'ailleurs. Je vais vérifier tout de suite sur le site parce que je crois que c'est mentionné. On ne peut pas savoir ce qu'il en est. Donc, potentiellement, c'est juste une grosse coquille vide et on essaie de nous niquer de A à Z. Et c'est pour... Bon, en fait, ils ne parlent pas des investisseurs. Donc, surveillons par curiosité. S'il y a un airdrop à prendre, on le prend. N'allez pas connecter vos wallets, mettre des billes, etc. sur des projets où on voit si peu d'informations parce que ça peut faire très 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 mal. Je ne les accuse pas, c'est juste qu'on est sur le marché des cryptos, c'est très professionnel, il y a des beaux designs, il y a une belle communication, etc. Mais on peut se faire déglinguer, donc faites attention à vous. Si vous voulez le tester avec un wallet, eh bien créez un wallet pour l'occasion, comme ça si ce wallet se fait pirater, c'est pas vos fonds personnels qui se font pirater. Voilà, alors après, toujours dans mes recherches gaming, j'ai pu voir qu'il y avait une catégorie gaming sur OpenSea, où on peut voir des jeux plus ou moins intéressants, donc n'hésitez pas à regarder indépendamment les projets pour voir ce qui peut vous intéresser. Moi, les NFT reprennent des couleurs d'ailleurs. Tu vas pouvoir nous en parler. Tu veux passer sur ton écran peut-être? Ouais. Allez, je te laisse prendre la main. Alors, je regarde vite fait. Alors, reprennent des couleurs, c'est un bien grand mot, mais tu vois, t'as les Bored Ape qui étaient à un moment à 22, 23, qui sont en train de repump. On était à... Attends, je regarde. On était à 24 il y a 10 jours. Là, on est quand même à 29, donc ça fait quoi? Ça fait 20-25% d'augmentation, quelque chose comme ça. Donc on revient de loin, hein, mais le fait qu'on est autant latéralisé et qu'on commence à montrer quelque chose, c'est assez intéressant. Et moi, mon opinion sur le sujet, c'est que, en fait, je pense qu'on va probablement assister à une rotation des capitaux sur les NFT, mais assez tardivement, dans le sens où, pour moi, en fait, t'as le dollar, les indices, le S&P, le Nasdaq, etc. Ensuite, si tu veux prendre davantage de risques, tu as potentiellement les cryptos, donc Bitcoin. Ensuite, quand tu veux prendre encore plus de risques que sur Bitcoin, tu vas sur Ethereum. Ensuite, tu vas sur les alts.
et ensuite potentiellement les NFT. Donc après, je pense qu'il va falloir aussi différencier les NFT qui sont utilitaires, les NFT qui sont de l'ordre de l'art digital et de la collection artistique, et puis les NFT qui sont plus, je dirais, communautaires pour représenter certaines choses, quoi. Et donc à ce moment-là, je pense qu'on peut aussi voir des disparités à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on a déjà vu, je crois que les CryptoPunks ont très 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 bien tenu par rapport au Bored Ape dans un sens. Donc je pense qu'il faut garder en tête. Ouais, et je pense que donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que les NFT, je pense que c'est ce qui va probablement pump en dernier, à part si on a une narrative ou quelque chose qui nous donne envie vraiment de pousser un plus à court terme. Et surtout que je pense qu'on aura davantage d'envie d'investir dans les NFT, en tout cas les gens ou l'écosystème aura davantage envie de s'impliquer dans les NFT, à partir du moment où on saura plus ou moins qu'on est en bull run et que les gens chercheront à prendre encore plus de risques. Je pense qu'on est dans une phase actuellement où les gens cherchent à maximiser leur certitude et leur conviction dans certains actifs, dans certaines cryptos, comme Bitcoin, comme Ethereum, et quand ils seront plus à même de se dire, ok, le marché haussier, j'ai déjà fait une chier de gains et de profits, et j'ai envie de jouer davantage et prendre plus de risques, à ce moment-là, c'est le moment où ils dirigeront davantage sur les altcoins et aussi sur les NFT. Donc moi, c'est un petit peu ma vision là-dessus. Je pense pas qu'on va faire plus 4000% sur les 6 prochains mois. Je pense qu'on va probablement stagner ou peut-être monter un petit peu en fonction de comment ça se dessine. Mais je pense qu'on a déjà évacué beaucoup de gens de l'écosystème NFT. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient sortir, qui ont vendu. Je pense qu'il y a des gens qui voulaient farmer les airdrop blur aussi, qui ont été pas mal impliqués aussi dans tout le volume, qui sont en train d'être un peu moins présents ou un petit peu moins nombreux. Et donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai regardé des données sur DeFi Lama et d'autres sites de ce style-là, et ils montraient qu'il y avait, pour eux en tout cas, hein, c'est comme ça qu'ils traitent la donnée, qu'il y a environ 30 à 35% du volume de Blur qui est du wash trading. Donc qui est de l'ordre probablement du farming d'airdrop. Et que aujourd'hui Blur a quelque chose comme 50 ou 60% des parts de marché. Merci beaucoup. Bah, je repasse sur ton écran. Hein. Ok, tu me dis quand on est sur mon écran. C'est bon, on est dessus. Ensuite, je vais vous reparler d'IoCoin, dont je vous ai parlé il y a quelques temps. IoCoin qui va être un écosystème où vous mettez à disposition votre puissance graphique de votre carte graphique à un réseau pour faire des calculs d'intelligence artificielle et vous êtes récompensé en jetons ou en stablecoin. Eh bien, sachez que j'ai reçu un mail me disant qu'ils vont annoncer du lourd lors du Solana Breakpoint, qui va se passer d'ici quelques jours d'ailleurs. Alors exceptionnellement, nous ne serons pas au Solana Breakpoint cette année, non pas parce que c'est le bear market, mais parce qu'en fait, on a tellement de taf à faire qu'on s'est dit pour une fois, eh ben, on va rester chez nous et on va taffer. Et on fera d'autres conférences. Surtout qu'on a beaucoup bougé. Hein. On a beaucoup bougé sur les 12-16 derniers mois. Et je pense que Solana Breakpoint sera intéressant. Très honnêtement, je suis un peu dégoûté de ne pas y aller. Parce que ouais, mais après c'est aussi une expérience un peu humaine, hein, et surtout que Solana ils savent comment régaler, ils savent comment faire les choses correctement. Je pense que Solana Breakpoint, historiquement, c'est une des meilleures conférences auxquelles j'ai participé. 2021 était incroyable, 2022 était incroyable dans un autre sens avec FTX aussi. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer et un peu déçu de pas y être à ce moment-là. Mais écoutez, on sera sur probablement les prochaines, etc. Mais voilà, ça fait beaucoup de voyages, c'est de l'organisation, donc on va prendre un peu de recul pour cette fois-ci et revenir un peu plus d'aplomb pour les prochaines. Tout à fait. Ensuite, donc, on a la blockchain Phantom, donc FTM, le Layer 1 concurrent de Solana et d'autres monolithiques, qui annonce un testnet avec 100 fois plus de bandes passantes, 100 fois plus d'espace de blocs, avec beaucoup plus de facilité à faire tourner ça sur des petits validateurs type Raspberry Pi. Donc très bon pour la décentralisation parce que c'était un des aspects qui était beaucoup critiqué. Aujourd'hui, c'est en testnet. Hein. Et bon, l'objectif, ça va être de proposer, je dirais, à mi-2024, le mainnet avec toutes ces améliorations pour que ce Layer 1 se remette au niveau dans la guerre du monolithique avec Solana. Le but étant de proposer quelques milliers de transactions par seconde. En constant, et peut-être plus de gens sur l'écosystème, en sachant qu'ils font de l'EVM, mais qu'ils ont leur propre machine virtuelle aussi. Donc affaire à suivre pour sauver les meubles. Est-ce que ça va sauver Phantom pour autant? Je ne sais pas. Mais c'était quand même un gros Layer 1, hein, passer un temps Phantom. C'est juste qu'il y a eu beaucoup de drama, dont le hack de multi-chain. Donc pas de le hack, mais la disparition du CEO, donc affaire à suivre. Ensuite, je voulais vous parler juste très rapidement de quelques alts qui bougent. On en a parlé en début d'émission, mais je vais pas vous faire toutes les alts, mais c'est juste pour vous dire qu'il se passe des trucs. Faut pas non plus s'affoler, hein. On va mettre de la nuance dans les propos. C'est pas we are so fucking back, c'est bull run, c'est sûr. Peut-être pas, mais surveillons ce qui se passe. Donc je vous ouvre tout ça. Donc déjà, on a Kujira et non pas Kojima, qui est l'équivalent de Terra Luna, mais sans la Ponzi nomique.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Terra Luna, à la base, c'était aussi un écosystème DeFi qui était en train de grandir sur Cosmos. Mais quand tout s'est écrasé, bah voilà, hein, le Luna, c'est parti à la cave. Du coup, Kujira, eh bien, plaît plus à la communauté Cosmos, plus Cosmosis, plus que Juno, plus que d'autres écosystèmes. Et c'est un jeton qui prend de la valeur, pour le moment en tout cas, parce que ça build, tout simplement. Donc on est en x2 depuis le bottom en un mois. Ensuite, on a AirTor, qui est un protocole qui aide à créer des nœuds Tor, donc des nœuds pour le Darknet, avec son propre jeton. Lui aussi, bah, depuis qu'il est sorti, il fait des belles performances, donc à surveiller, en sachant qu'ils n'ont pas une capitalisation démentielle. Faut mettre un petit peu de nuance, on est quand même à 130 millions, mais c'est pas mal. Belle performance. Encore une fois, il faut aussi garder en tête que moi, personnellement, j'achète jamais vertical, j'achète horizontal. Donc ça peut être une consolidation après un pump ou ça peut être une latéralisation de plusieurs semaines. Mais acheter vertical, c'est rarement une bonne idée, surtout que la plupart d'entre vous n'ont pas de plan quand ils achètent ce genre de truc. Donc gardez ça bien en tête. Essayez d'estimer au mieux le risque et essayez de toujours avoir un plan si vous positionnez sur quelque chose. Et pour le coup, ces trucs-là ont déjà beaucoup pump. Donc je dis pas qu'ils ne peuvent plus pump, mais je dis juste qu'il faut faire attention si vous exposez à ce genre de jetons. Ensuite, sur la Narrativia, bah, on a TAO qui a pris de la valeur. Très très chill par beaucoup d'influenceurs. Alors, moi, je vais vous dire honnêtement, je maîtrise pas le projet. Je maîtrise pas. Apparemment, il y a du gros en validateur de blocs, c'est même pas apparemment, il y a du très gros validateur de blocs, genre via BTC et d'autres. Ils ont levé pas mal de fonds, il y a beaucoup de gens qui kiffent. Moi, j'avoue, à partir du site internet, j'ai pas beaucoup de digs, ça m'a pas parlé du tout. Mais prenez le temps de vous renseigner parce que bah, c'est un des projets, en tout cas, qui hype le plus sur la Narrativia. Moi, quand j'en connaîtrai plus, je vous en parlerai bien entendu. Ensuite, on a Injective, bon, on en a parlé tout à l'heure. Côté DeFi, donc on a Marinade qui est un peu le projet numéro 1 sur Solana. Bah, il a bien repris. Alors là, ça se voit pas trop, mais quand tu zoomes, il a effectivement bien repris. Donc, affaire à suivre. Du côté de Polkadot, on a Astar qui lui aussi a bien repris récemment. Affaire à suivre. Côté Avalanche, on a le Joe. Rien de fou, hein, mais ça bouge. Côté GameFi, donc Gaming Web 3, on a Gala. Alors Gala, le truc, c'est qu'il avait tellement fondu avec l'histoire des deux cofondateurs qui s'attaquaient en justice que là, on a peut-être un bottom. Il va falloir plus de temps. Je crois que les rewards ont doublé. Apparemment, les rewards ont doublé et ils ne donnent plus de récompenses aux fonds qui étaient associés aux founders ou en tout cas au clash entre les founders. C'est quelqu'un qui m'a... Enfin, c'est un des membres de la Team Coin Academy qui m'a dit ça. Est-ce qu'il y a peut-être des gens dans le chat pour confirmer? Après, dans tous les cas, Gala, c'est pas un jeton auquel j'ai envie de m'exposer actuellement, si jamais. Ouais. Mais à garder en tête. Une bonne partie du supply qui a été émis et quelques jeux qui sont sympas dessus. Mais à surveiller, peut-être que le plus dur est passé. J'insiste sur le peut-être. Hein. Je vais surveiller ça parce que, en fait, il y a effectivement le drama des cofondateurs, mais les jeux et les studios, bah eux, ils build et les jeux sont bien, hein, honnêtement. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe forcément très très mal non plus. On verra. Ouais. Après, vas-y, on revient de loin. On n'a pas cassé de grosses résistances. Tu vois, c'est... Ensuite, donc on a Naka, pareil, dans la même logique, qui vont développer plein de jeux vidéo. Alors, pour la petite histoire, moi j'avais acheté le quasi-top fin 2021 quand on était sur la mode métaverse et tout. J'ai dû rentrer vers les 4$. Et je vous avais dit dans mon live précédent que je l'avais vendu. Et il se trouve que je ne l'ai pas vendu. Donc, eh bien, comme je suis in, je vais pas le vendre. We are so fucking back. Je n'hésiterai pas à vous en parler. Ouais, mais ouais, il s'est bien repris. Il s'est bien repris. On est quasiment en x5 depuis le bottom, donc plutôt bon signe. Ensuite, on a Orachain qui est une blockchain de l'écosystème Cosmos qui utilise la narrative AI aussi, qui se reprend un petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Hein. Mais on va surveiller ça. Bref, beaucoup d'âge. Je vous invite vraiment à checker en fait les catégories de CoinGecko. Peut-être que tu peux aller dans Cryptocurrency Categories sur CoinGecko. Et franchement, non, CoinGecko c'est mieux en vrai. CoinMarketCap, c'est trop incomplet. Tu regardes en haut, tout en haut, dans crypto-monnaie. Catégorie. Ok, je savais pas du tout. Et du coup, par exemple, regarde sur 7 jours, tu tries par 7 jours. Non, alors, plutôt regarde les plus grosses capitalisations de marché. Donc, en gros, c'est la somme des capitalisations dans la catégorie. Et tu essayes de démarquer, c'est de trouver ceux qui s'en sortent le mieux. Comme par hasard, AI, Real World Assets, Memecoin, NFT un petit peu. Launchpad, GameFi, du coup, moi, je surveille pas mal ça. Et ça m'aide pas mal dans ma veille, en plus de ce que j'utilise. Donc, à savoir Messari, Velo Data App et d'autres. Ça me permet vraiment de monitorer le marché et de comprendre ce qui se passe en temps réel. Parce que, comme je vous l'expliquais, c'est maintenant qu'il faut mettre en place les bonnes pratiques. Quand vous serez en bull market, votre cerveau, il va se déconnecter. Vous n'arriverez plus à réfléchir. Vous serez sous le coup de l'émotion à chaque fois. Donc, mettre en place les bonnes pratiques, regarder les bons outils et faire votre veille de cette manière-là, je pense que c'est la meilleure manière de surveiller le marché. Yes, on a bientôt terminé cette émission, alors permettez-moi de vous dire quelque chose. Sachez que, franchement,
sur Coin Academy, on a analysé beaucoup de projets. Donc, utilisez le moteur de recherche, utilisez dans la partie crypto les analyses de crypto-monnaie pour regarder un petit peu ce qui s'est fait. C'est-à-dire que dès que vous voulez en savoir plus sur un projet, tapez son nom de suivi de Coin Academy sur Google et il y a moyen que vous ayez une analyse du projet. Dans un futur pas si lointain, on va, en plus de faire l'analyse du projet, de ce qu'il raconte, être beaucoup plus assidu sur la partie tokenomics pour avoir un avis un peu plus critique pour les investisseurs. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup, donc on va commencer à faire cet effort progressivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que retour du bull run ou pas, nous de toute façon on continue de build, on continue d'améliorer les process et à délivrer avec du contenu qui est quasiment intégralement gratuit, à des petites exceptions près d'exclusivité sur le club. Nous, notre business model, je rappelle, c'est faire des contenus sponsorisés et de l'affiliation. Donc pour le moment, on tient sur nos cannes, ça se passe de mieux en mieux pour nous. Et si vous voulez nous soutenir et que vous n'avez pas forcément les moyens, mais que vous tenez absolument à nous soutenir, bah c'est très simple. Vous likez, vous commentez, vous vous abonnez, vous relayez autour de vous. Et c'est une super façon de soutenir Media Coin Academy. Vous êtes là depuis le début et franchement, c'est que du bonheur. Moi, j'adore faire ça. Et vous avez le petit QR code en haut à gauche de votre écran aussi qui vous permet de rejoindre le club. Ça vous permet de minter un article d'actualité et d'accéder à plein de contenus exclusifs ou en accès anticipé. Je pense que honnêtement, pour le prix du NFT et tous les trucs qu'on délivre et tout, je pense qu'on chouchoute les membres du club à ce niveau-là. Et plus on sera nombreux, plus ça va être quali, plus il y aura de gens qui seront là aussi pour donner de l'alpha, pour partager un petit peu ce qu'ils regardent et pour alimenter les discussions. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à checker le QR code. Ça vous explique un petit peu ce que c'est le club. Et globalement, une fois que vous avez minté un des NFT de nos articles d'actualité, donc vous allez sur n'importe quel article d'actualité sur Coin Academy, donc par exemple sur la homepage, vous pouvez minter l'article. Et une fois que c'est fait, vous avez un NFT qui vous permet d'avoir un rôle spécial sur le Discord et d'accéder en fait à la section sur le site, à savoir la section Le Club. Et donc dedans vous avez tous les contenus en accès anticipé et on vous notifie de tout sur le Discord directement. Et donc dedans vous avez une lettre mensuelle de Capet sur la partie analyse fondamentale chaque mois. Vous avez une réunion éditoriale avec les autres membres du club. Vous avez mes interviews en accès anticipé, les interviews de Capet en accès anticipé. Vous avez des analyses fondamentales en accès anticipé. Vous allez avoir les rapports qu'on vous donne en accès anticipé. Et je pense qu'on va être aussi dans une approche un peu plus collaborative avec les membres du club pour savoir un petit peu ce qu'ils pensent des rapports, ce qui manque, etc. Et ça permettra aussi de compléter certaines choses, tout simplement. Le prix des NFT, de mémoire, je sais plus, c'est 25 ou 29 $, quelque chose comme ça varie pas mal avec, ça varie en fonction du prix du Matic. Mais voilà, actuellement c'est un paiement unique, il n'y a pas de paiement mensuel, je dis bien pour le moment. Et en fait là ça fait quoi? Ça fait 2-3 mois qu'on a, ça qu'on fait a fait depuis ça. juillet qu'on a lancé ça. Et on fait aussi une réunion éditoriale par mois avec les membres du club qui sont présents pour parler des améliorations à faire, aussi bien sur Coin Academy que la DAO du club qui va se construire et le club. Donc voilà. N'hésitez pas à réécouter ce qui s'est dit ou à participer lors de la prochaine réunion. D'ailleurs, le mois d'octobre est en train de se clôturer, donc l'analyse fondamentale du mois, je vous la fais dans la semaine, je vous la publie dans la semaine. Et moi, je vais essayer de vous faire un rapport d'analyse technique et de mes positions, etc. sur le marché pour le mois d'octobre dans les prochains jours. Voilà les copains, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez tous les liens utiles en description. Rendez-vous sur la chaîne de Coin Academy YouTube si vous voulez consommer une vidéo crypto par jour sur de nombreux sujets. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Ciao tout le monde. Tchuss. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.